ce soit un Toulousain qui le fasse, pour dire à Lionel combien on est heureux de le retrouver une fois de plus. Une fois de plus. Ah oui, tant mieux. Quand on aime, on en reprend. À Toulouse, pour tout un tas de raisons, personnelles d'abord, mais c'est pas l'objet de l'après-midi, mais aussi thématique, que ce soit sur, bien évidemment, le champ des études qui pilotent et qui mènent aussi dans le domaine de la santé, n'est-ce pas, mais aussi sur énormément de références qui sont les siennes en termes de psychosociologie. Et donc voilà, merci Lionel une nouvelle fois de ta présence. Merci à mes amis toulousains de m'accueillir une nouvelle fois, en fait. Donc, j'aurais dû faire cette présentation il y a 1 an. J'ai pas pu, donc du coup ça m'a laissé le temps de revenir un petit peu dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de se plonger dans une situation. Vous avez 60 ans. Pour certains d'entre vous, bientôt. Pour d'autres, c'est dépassé. Pour d'autres, vous avez 60 ans. Vous avez un cancer du poumon. D'accord? Métastase. Donc ça commence un petit peu, on va dire, à envahir l'ensemble de votre corps. Vous venez de faire votre première ligne de chimiothérapie. Ça n'a pas marché. Et là se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va intégrer des soins palliatifs? Est-ce qu'on va partir sur une chimiothérapie qu'on va appeler de maintenance, pour essayer un petit peu, parce que maintenant le cancer on le traite aussi de façon comme une pathologie chronique. Et là se pose une question que le législateur a intégrée depuis quelque temps, qui est, et si jamais ça ne marche pas, et si je suis tout au bout, que je ne suis plus en mesure de pouvoir continuer à vivre, est-ce que je peux décider? Est-ce qu'à un moment donné, je peux faire un choix ou pas? Et là, il y a une possibilité qui vous est offerte, c'est les directives anticipées. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, c'est une possibilité qui est laissée aux patients, qui a évolué depuis la première mouture de la loi Leonetti. Donc c'est une possibilité qui est laissée aux patients d'exprimer en fait ses vœux, ses désirs, en termes de conditions, on va dire, de sa fin de vie. Par exemple, le refus de ce qu'on peut appeler une obstination déraisonnable. Donc je vous pose la question, maintenant que vous êtes en situation, combien d'entre vous seraient intéressés pour pouvoir signer, par exemple, ces directives anticipées qui vont pouvoir s'imposer à la décision du médecin? Alors ceux qui seraient pour, vous pouvez lever la main, comme ça au moins ça... Voilà, certains en lèvent 2. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord qu'on a à peu près la moitié des gens qui lèvent la main et l'autre moitié qui dit « je m'en fous, c'est le médecin qui va décider pour moi ». C'est ça? Donc je lui laisse la possibilité de 2. On est bien d'accord? Ok, on y reviendra. Deuxième situation. Vous êtes enceinte? Je vais prendre cet exemple parce qu'il y a à peu près 90% de femmes. Vous êtes enceinte et malheureusement les choses se passent mal. Il y a une malformation qui a été détectée sur votre enfant et vous vous retrouvez dans un service de réanimation en pédiatrie. Et là, il y a un problème qui se pose, etc. On a détecté cette anomalie. Il y a 90% de chances que votre enfant meure à la naissance. En l'état des connaissances actuelles, il y a de grandes chances qu'il meure. Et là, la question qui se pose, c'est le médecin qui a cette information, est-ce que j'aimerais qu'il me donne cette information le plus rapidement possible pour que je puisse pouvoir faire un choix? On sait que, par exemple, dans 90% des cas à peu près, le choix qui est fait en France, c'est l'interruption médicale de grossesse. Lorsqu'il y a des très grosses malformations, soit au niveau du cerveau, soit un ensemble de trisomies qui sont détectées, etc., le choix des Français, en moyenne, 90% des cas, c'est une interruption médicale de grossesse. Et on ne continue pas la grossesse. D'accord? Donc la question qui pourrait se poser, là, à nous, c'est qu'est-ce que j'attends du médecin à ce moment-là? Comment il pourrait me dire les choses et qu'est-ce que j'attends, moi, en fait, de sa manière de pouvoir m'annoncer les choses? Donc une question basique pourrait être, est-ce que je veux qu'il me dise la vérité tout de suite, dès qu'il le sait? Vous avez envie qu'il vous dise la vérité tout de suite, dès qu'il a cette information? Oui, on veut l'information. On veut que le médecin nous dise des choses. Et en fait, non.
On ne veut pas véritablement toujours que les médecins nous disent des choses, et aussi vite et aussi clairement que ça. Et eux, ils l'ont très bien intégré, vous verrez, par la suite, parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'à un moment donné, il ne faudra pas oublier que c'est aussi des êtres humains qui sont en face de nous. Et oui, le médecin est aussi un être humain. Parfois, on a du mal à se rappeler cette évidence, mais le médecin est aussi un être humain, et donc il doit gérer avec tout un ensemble de contraintes qui s'imposent aussi à lui. Pourquoi cette introduction, ces deux situations? Parce qu'on va parler de ça, tout simplement. Je vais vous parler de travaux qu'on réalise actuellement en collaboration avec tout un ensemble de collègues qui travaillent soit dans le champ de la pédiatrie et réanimation néonatale, soit dans le champ de l'oncologie. Et on essaie de répondre à ces questions. Vous savez, c'est ces questions un petit peu naïves, basiques que je vous ai posées dès le départ. On n'est pas en situation. On n'est pas en fin de vie, a priori. Vous n'êtes pas dans la situation du malade du cancer qui doit se prononcer sur ses directives anticipées. Je ne vous souhaite pas. Vous n'êtes pas non plus dans la situation de cette personne qui se retrouve dans cet enjeu de communication avec le médecin autour de est-ce qu'on continue les soins, est-ce qu'on ne continue pas les soins, est-ce qu'on met en place les soins palliatifs concernant cet enfant, est-ce qu'on passe par une interruption médicale de grossesse, qu'est-ce qu'on va décider ensemble. Donc l'enjeu pour nous, à travers ces collaborations avec différents collègues, différents services de soins, c'était d'aller au cœur, on va dire un petit peu, de ces enjeux de prise de décision et d'essayer de comprendre comment les acteurs sociaux, eux, s'emparent de cette question-là, mais en situation réelle. Et non plus là, à travers le positionnement qui serait de gens bien portants, qui se prononceraient sur des situations hypothétiques dans lesquelles ils ne seraient plus, justement, en situation de personnes bien portantes. Parce que ce que l'on pense quand on va bien, le plus souvent, est totalement, on va dire, contrebalancé par la situation que l'on vit lorsqu'on ne va pas bien. Lorsqu'on est en bonne santé, on est capable de dire des atrocités du type « si un jour je suis sur un fauteuil, je préfère crever, quoi », plutôt que d'être sur un fauteuil. On est capable de dire, quoi, à la fin, moi ce que je veux, de toute façon, si j'ai un cancer, je veux qu'on m'euthanasie, je veux qu'on m'endorme, comme ça au moins, hop. Et beaucoup de gens sont capables de le dire. Et dans la réalité des faits, tels qu'on les observe sur le terrain, la plupart du temps, ces vérités qui traversent un petit peu la société, et nous on a tendance à adhérer un petit peu à ces opinions-là, eh bien, elles sont contredites par les faits. Par exemple, les demandes répétées d'euthanasie dans les services de soins palliatifs sont très peu courantes. Par contre, dès qu'il y a un événement médiatique qui porte sur une affaire Lambert, le premier ou le deuxième, ou Chantal Sébir ou autre, ça par contre on entend beaucoup parler. Mais on n'entend pas parler des dizaines, vingtaines ou de milliers de personnes qui sont dans la même situation et pour lesquelles il n'y a pas de demande, ou il n'y a pas de médiatisation autour, on va dire, de cet événement. Donc il va falloir distinguer ce qui traverse la société comme demande sociale, aller confronter cette demande sociale telle qu'elle se construit en termes de représentation, d'idéologie, de croyances, autour des conditions de la bonne mort, etc. Et de voir un petit peu dans les faits, lorsqu'on essaie de mesurer ça auprès soit des médecins, soit des patients, ce que ça donne à voir de cette complexité. J'ai appelé ça analyse psychosociale de situation de soins critiques. Alors je vais essayer de définir en 2 diapos, 1, quelle est la perspective que je donne en termes psychosocial, et 2, ce que j'entends par situation critique. Et après, je vais vous dérouler un ensemble de recherches qui portent sur ça, notamment dans le champ, on va dire, des représentations des pathologies fœtales létales, de la question de la communication justement en réanimation néonatale, et puis une dernière série de recherches aussi sur les directives anticipées, telles qu'on a pu les proposer, nous, à des patients dans un service d'oncologie. Donc voilà. Donc ça peut amener tout un ensemble de questionnements, à la fois sur des enjeux psychologiques, pour les acteurs qui sont impliqués dans cette situation, des enjeux sociaux, quel cadre on se donne d'un point de vue légal, ou même un cadre normatif, pour penser ces enjeux-là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de relations, et aussi des enjeux de communication autour de ça. Il y a des enjeux éthiques. Est-ce qu'on peut proposer certaines choses ou pas? Parce que le législateur, lui, d'une certaine manière, souvent, il essaie de penser le bien. Je caricature. Ça veut dire que dans sa manière de penser la loi, par exemple, si on pense la loi Leonetti, la question de la fin de vie, des soins palliatifs, etc., il se dit, on va donner l'opportunité à des personnes de pouvoir exprimer, par exemple, un choix. Mais on ne s'interroge pas de façon préalable sur la possibilité ou la capacité de ces personnes à pouvoir énoncer un choix.
Et là, on va rencontrer, vous allez voir sur le terrain, une difficulté entre un cadre global qui essaie de répondre à des questions qui parfois sont des questions médiatiques et pas nécessairement des questions pratiques liées au terrain, et de l'autre côté, une réalité qui s'éloigne pour beaucoup de tout ce qu'on construit, notamment sur le plan médiatique, de ce que c'est que mourir, tout simplement, qui, jusqu'à preuve du contraire, est un processus normal de la vie. Alors, ces travaux, juste pour citer les personnes avec qui je bosse, je travaille en particulier avec un médecin pédiatre, Dr Barthélémy Tozello, à l'hôpital Nord, à Marseille, avec un collègue psychologue, Patrice Canon, à l'hôpital Nord aussi, en service d'oncologie. Moi, je travaille aussi dans un service d'oncologie pour faire de la recherche au CHU de la Timone, à Marseille. Et tout ça, c'est fait aussi dans le cadre de l'encadrement, on va dire, d'étudiants de master qui sont amenés à réaliser aussi ces travaux en collaboration, parce que je co-dirige un master de psychologie sociale de la santé qui est à Aix-en-Provence, donc dans l'université d'Aix-Marseille. Donc voilà. Donc c'est toute une intrication, on va dire, un petit peu de collaboration avec des acteurs de terrain et dans le cadre de la formation d'étudiants. Premier point, ce schéma, on le retrouve dans un superbe ouvrage qui a été édité, si je ne me trompe pas, en 2014 et qui traitait des questions de fin de vie, où j'abordais la question des représentations sociales des soins palliatifs. Et j'ai essayé un petit peu de caractériser ce que pourrait être la situation thérapeutique. Pas la relation thérapeutique, ni la communication thérapeutique, mais plutôt la situation thérapeutique. Comment en fait on fait rentrer un petit peu du social dans quelque chose qui pourrait être appréhendé comme étant juste une question de relation entre personnes. Parce que souvent, quand vous regardez les travaux internationaux sur le sujet, on vous parle beaucoup de la communication médicale, ou de la relation entre le patient et le soignant, etc. Et on a l'impression que c'est un petit peu décontextualisé. Ça veut dire qu'on ne prend pas véritablement en compte le contexte social et tout un ensemble d'influences qui vont venir interagir sur quoi? Sur, par exemple, ces deux acteurs qui se retrouvent au milieu du schéma. Alors c'est une schématisation, hein. L'idée c'est d'essayer de penser une certaine complexité, c'est-à-dire lorsque les individus se rencontrent dans une situation donnée, il y a quelque chose qui préexiste à cette rencontre, c'est leur participation au monde social, etc. Et il y a quelque chose qui influence finalement le déroulé de cette situation, qui sont tout ce qu'ils ont pu emmagasiner comme savoir, comme représentation, comme normes, qui vont agir directement sur cette situation. Il y a deux grandes sources d'influence par rapport à cette situation dans laquelle ces acteurs sont en train d'exprimer un certain nombre de choses, de projeter un certain nombre de choses sur l'autre, de chercher à valider, à confirmer un ensemble de choses qui touchent à l'information, à la communication. On essaiera un petit peu aussi à un moment donné de se dire, mais est-ce que le médecin informe ou est-ce qu'il communique avec son patient? On va se rendre compte que souvent, parfois, il informe. Et en même temps, il y a peut-être des stratégies de communication implicites qui, malgré lui, prennent forme, on va dire, dans cette situation, dont il n'a pas conscience, mais lorsqu'on l'enregistre, et vous allez voir que lorsqu'on les enregistre, ils disent plein de choses, dont ils n'ont pas forcément conscience lorsqu'on en reparle après dans un deuxième temps avec eux. Donc, cette relation, bien entendu, sur ces deux acteurs, eux, ils sont aussi, on va dire, inscrits dans un ensemble de relations avec d'autres personnes, que ce soit des proches, que ce soit la famille, les malades, etc. C'est terrible, dès que quelqu'un est malade, alors on lui dit pas, mais est-ce qu'il faut le dire à telle personne, pas le dire à telle autre, etc. Pour ceux qui ont vécu ça, on sait très bien comment ces expériences-là en particulier relèvent d'une vraie intrication avec l'environnement social. Le médecin, c'est pareil, il n'est pas seul, on va dire, sans système d'influence ou de relation aux autres. D'ailleurs, par un peu de sagesse, on a décidé par exemple que sur des décisions compliquées ou autres, c'était bien qu'ils puissent se mettre à plusieurs pour décider. Et qu'ils ne soient pas tout seuls non plus à décider. D'où tous ces comités qu'on retrouve à différents niveaux qui vont permettre une construction collective d'un choix, pour éviter certaines dérives aussi ou certaines préférences qui peuvent s'exprimer. Moi, je considère qu'à partir de maintenant, il faut mettre fin à leur vie. C'est préférable. Et c'est toutes ces pratiques qui parfois sont dénoncées d'un point de vue médiatique où un médecin se retrouve jugé parce qu'il a pris des décisions seul. Ça ne veut pas dire que sa décision était mauvaise, a priori. Mais à partir du moment où il a fait l'économie d'une, on va dire, décision collective, de se référer à son collectif de référence, à partir de là, il s'est mis en dehors des clous. Et on considère qu'il ne doit pas décider seul. Donc il y a des sources d'influence qui relèvent directement du contexte social.
Ça, c'est tout ce qui, on va dire, relève à la fois de l'histoire des pathologies, des systèmes de référence communs, des représentations de la maladie, de la médecine, de la santé, des soins. On a tout un ensemble de croyances, d'idéologies qui traversent, on va dire, la société et qui viennent influencer directement ça. Autre source d'influence, c'est la trajectoire de la maladie. Bien entendu, la maladie, elle a aussi sa réalité propre. Donc, le cours de la maladie, les événements liés à la maladie, l'effet des traitements, est-ce qu'ils sont, on va dire, suivis d'une certaine efficacité ou pas? Ça a bien entendu, là aussi, une influence sur cette situation. Donc, l'idée, c'est de se dire que lorsque le médecin rencontre le patient, et on pourrait traduire ça par médecin, par soignant, lorsqu'un soignant rencontre un patient, quel que soit ce soignant et ce patient, il se joue dans cette relation bien plus que seulement ce qui se joue dans la relation. Parce qu'il y a d'autres sources d'influence qui guident ce qu'on attend aussi de cette relation-là, ce qu'on attend de cette situation-là, ce qui va se dérouler dans cette situation et les effets que va avoir cette situation. C'est un petit peu comme un certain nombre de malades, par exemple du cancer, qui, suite à une annonce d'un cancer, disent souvent ils m'ont mal annoncé, ils n'ont pas su me l'annoncer. Et voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut bien annoncer de mauvaises nouvelles? C'est toujours compliqué, parce qu'on sait que ça fait effraction, d'un point de vue aussi psychique, émotionnel, et que la personne qui doit entendre ça, est-ce qu'elle peut considérer que celui qui lui annonce bien? En tout cas, on peut travailler à ce que les personnes évitent un certain nombre de comportements sur le plan de la communication, de façon à ne pas en surajouter par rapport à l'annonce de la mauvaise nouvelle elle-même. D'où les dispositifs, par exemple, de consultation d'annonces qui ont été mis en place maintenant dans les services d'oncologie en particulier. On accompagne l'annonce. On saucissonne l'annonce. On vous en donne un petit bout. Ensuite, on vous en donne un deuxième bout. Ensuite, un troisième bout. Et au quatrième bout, on vous dit c'est bon, c'est clair, voilà. Parce qu'on a peur aussi que le patient, il n'ait pas compris, qu'il n'ait pas intégré, qu'il était malade. Vous avez bien compris que vous êtes gravement malade quand même. On va vous le répéter plusieurs fois. Comme ça, au moins, on s'assure, grâce au feedback, que le patient témoigne effectivement qu'il a compris de ce qu'était son statut. Alors, on a ce cadre qui est un petit peu un cadre général pour penser ça. Et l'idée, c'est de le confronter à des situations de soins qui sont un petit peu spécifiques, qui seraient les situations de soins critiques. Alors, l'idée de situation de soins, c'est le fait de s'appuyer sur ce cadre général que je viens d'énoncer autour de la situation thérapeutique, pour penser un petit peu l'objet de cette situation de soins, c'est-à-dire le soin comme un lieu d'une pratique profane et professionnelle, contextualisée et dynamique, profane et professionnelle. On a souvent l'impression qu'en fait tout se joue à un niveau scientifique très professionnel, et dès qu'on va un petit peu expertiser ce qui se passe dans le cadre de la relation thérapeutique, on se rend compte souvent dans cette situation que c'est beaucoup de bricolage en fait. Les gens bricolent. Mais au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que c'est du bon bricolage, hein, attention, c'est joliment fait, mais les acteurs sociaux bricolent la plupart du temps. Donc, et ils bricolent avec quoi? Avec les savoirs, effectivement, qu'on pourrait qualifier d'experts, qui vont pouvoir mobiliser, mais aussi à travers un certain nombre de savoirs profanes, qui vont mobiliser soit explicitement, soit implicitement, entre guillemets, malgré eux, dans cette situation thérapeutique. L'idée de parler de critique pour ces situations, c'est de dire que ce n'est pas des situations entre guillemets comme les autres. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un certain nombre de caractéristiques, des aspects difficiles à apprécier, contenir, sur les plans personnels, relationnels, organisationnels, structurels, éthiques, idéels, qui nécessitent des ajustements, des accommodements pour permettre l'articulation, l'intégration des différents aspects. Un schéma, par exemple, ça pourrait être celui-là. Donc, l'idée de situation critique, c'est de se dire, c'est pas quand vous allez consulter pour votre rhume, d'accord? On est vraiment dans des situations de soins qui vont activer, on va dire, certaines dimensions. Alors, elles vont pas être activées au même niveau, selon les situations de soins qu'on va traiter. Elles vont avoir certaines spécificités aussi en fonction des situations de soins qui seront traitées. L'idée, c'est de se donner un petit peu un cadre général pour essayer de penser ce qui pourrait faire la particularité de ces situations de soins critiques telles que j'ai envie de les définir. Donc, il y a un caractère additif, cumulatif des différentes composantes sur lesquelles on va revenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste voir si j'ai un et j'ai l'autre, et j'ai l'autre, et j'ai l'autre, c'est beaucoup plus grave ou quoi que ce soit.
on n'est pas en mesure forcément de dire que parce qu'on a tous les éléments, ben finalement c'est beaucoup plus grave ou autre, mais on peut supposer quand même que chacun va revêtir un certain nombre d'enjeux, et plus il va y avoir d'enjeux, plus la situation du coup va avoir ce caractère, on va dire, critique ou complexe pour les acteurs qui sont impliqués. Il y a aussi, on peut considérer aussi qu'il y a des frontières poreuses entre les composantes, parce que parfois l'idée par exemple d'une composante éthique, de donner une information claire au patient, rencontre aussi d'autres composantes comme par exemple la composante émotionnelle ou la composante communicationnelle. Donc toutes ces dimensions sont à prendre aussi dans la relation qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres. Donc on a par exemple, pour définir cette situation de soins critiques, ce qu'on pourrait appeler la composante émotionnelle. La présence diffuse ou prégnante de la mort, de la souffrance physique et psychologique. Ça, dans cette composante émotionnelle, on va beaucoup retrouver ça. Donc dès qu'on va être sur ces situations de soins ou de maladies où la question de la mort se pose, ça risque d'activer finalement et d'être une des composantes importantes de cette situation de soins critiques. Il y a des situations de soins dans lesquelles la question de la mort ne se pose pas. On pourrait se dire ça pourrait se poser à tous les niveaux, mais ça ne se pose pas. Par contre, il y a des situations de soins, si je reprends, après vous avez des exemples prototypiques, hein. La cancéro, on va avoir de façon assez prototypique, on va retrouver un certain nombre de ces éléments-là. Vous avez une autre composante qui est la composante relationnelle, implication dans la relation, le travail émotionnel. C'est comment la situation, finalement, va obliger à ce qui serait de l'ordre d'une communication, je vais employer un gros mot, naturelle, c'est-à-dire qui ne serait pas véritablement influencé par ça, va devenir quelque chose de sensible pour qualifier la nature de la relation entre les acteurs impliqués. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nécessairement communiquer comme on veut, comme on peut. On est obligé de prendre en compte la situation pour dire les choses. Je suis face à quelqu'un qui va mourir. Je suis face à quelqu'un qui est en train de perdre son enfant, à qui je vais enlever son enfant dans son ventre parce qu'il est en train de mourir. Donc la relation, la communication que je vais mettre en œuvre devrait intégrer cette dimension-là. De l'autre côté, se pose la question du travail émotionnel, c'est-à-dire le travail émotionnel en particulier par exemple du soignant, qui va être comment il va mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes en place pour aussi gérer les manifestations émotionnelles auxquelles il va être confronté dans ce contexte-là. Puisqu'il y a aussi ce travail-là. Vous savez, tout ce qu'on entend dès qu'on va travailler avec des soignants, ça va être la question de la bonne distance. Vous savez, cette espèce de mots-clés, mots fourre-tout qu'on retrouve à toutes les sauces, etc. Il faut savoir être à la bonne distance. C'est quoi la bonne distance lorsqu'on dit à l'autre que son enfant est mort? Elle est où la bonne distance? 1 mètre? 2 mètres? 3 minutes? Le temps de dire les choses? Dans les mots énoncés ou dans l'écoute proposée? Donc la bonne distance, on pourrait se dire finalement, c'est aussi surtout une stratégie d'adaptation de la part des soignants aux situations. C'est en ce sens que ça relève d'un travail émotionnel. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la littérature tous ces enjeux autour du travail émotionnel. Est-ce que je fais mienne les émotions de l'autre? Est-ce que je les traite de façon superficielle, les émotions exprimées par l'autre? Est-ce que je les fais miennes? Jusqu'à quel moment ou jusqu'à quel niveau je peux être dans un certain degré d'empathie avec l'autre? Vous voyez, c'est tout un ensemble d'enjeux qui sont loin d'être simples pour les professionnels et qu'on entend souvent en termes de plainte aussi par rapport à ce qui est de l'ordre, on va dire, de l'exercice professionnel. Une composante communicationnelle, là, qui porte plus spécifiquement sur les enjeux, on pourrait dire qui sont associés au fait de dire ou de taire, à la transmission de l'information, on pourrait même dire à la qualité de ce niveau d'information qui va être transmis, voire aux possibilités de communication avec l'autre. Dans une société qui se veut une société de la vérité, du dire, on doit tout dire, eh finalement on ne dit pas. Soyons conscients d'une chose, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on va se retrouver dans ces situations-là, on ne dit pas. Ça ne veut pas dire que l'information n'est pas donnée. Ça veut dire qu'on dit, mais de façon différente. On va trouver tout un ensemble de stratégies pour pouvoir dire ce que l'on veut dire sans vraiment vouloir le dire. Parce que ce n'est pas simple de dire. Et heureusement d'ailleurs, on n'a pas contractualisé ça encore. La composante éthique, la légitimité, les limites des pratiques, les enjeux normatifs, éthiques qui vont s'appliquer
on va dire, aux soignants, dans ce contexte-là, jusqu'où je peux aller. Souvent, on entend, par exemple, dans le débat, la question de l'acharnement thérapeutique. Ça commence quand, l'acharnement thérapeutique? À quel moment? À partir de l'évaluation de quel acteur? Est-ce que je suis toujours dans la bienfaisance lorsque je propose un traitement dont je sais qu'il a juste, entre guillemets, pour fonction de maintenir l'espoir chez l'autre, parce que je sais qu'il n'est pas encore en mesure d'entendre que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la mise en œuvre de ce traitement ou pas, il va mourir. Ce traitement n'y changera rien. Rien du tout. Mais il ne peut pas l'entendre. Donc je la fais cette ligne de chimio ou pas? A priori, on ne devrait pas la faire. Ou alors ça veut dire qu'on met dans la balance finalement, parce que faire cette ligne de chimio, c'est aussi finalement imposer à l'autre les effets secondaires qui lui sont associés, les contraintes liées à la mise en œuvre du protocole, etc. Ça représente un coût pour la société. Ça représente un coût pour ses proches aussi qui vont être amenés à l'accompagner dans cette étape supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on est aussi amené parfois à mettre tout un ensemble de questionnements éthiques dans la balance pour être amené aussi à prendre des décisions éventuellement qui vont être de nature différente selon les personnes et selon finalement le résultat qui va être fait sur cette balance. Et puis la composante qu'on pourrait appeler socio-symbolique, c'est ce que j'appellerais entre guillemets les échos au sein de la société, les conditions de la fin de vie, les droits des patients, le handicap, etc. Toutes ces notions qui, d'une certaine manière, traversent la société et qui, malgré nous, guident un petit peu notre manière d'appréhender tout ça. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple de celui qui dit si j'ai un accident, enfin, si je me retrouve sur un fauteuil, je considère que ce n'est pas une vie à vivre. Ce à quoi on pourrait lui répondre d'une certaine manière, mais ça veut dire que tu considères que la vie de toutes les personnes qui actuellement sont sur un fauteuil ne valent pas d'être vécues. Tu considères donc que la vie des personnes qui actuellement sont sur un fauteuil aujourd'hui ne sont pas équivalentes à la tienne, n'ont pas la même valeur de fait, puisque tu considères que dans le cas de l'accès ou d'être dans la situation de ces personnes-là, toi tu considères que ta vie, elle, n'a plus de valeur. Donc on a quand même tout un ensemble de choses comme ça qui traversent la société aussi, autour de représentations, d'idéologies qu'on a de ces conditions-là. C'est quoi bien mourir? Quand vous demandez aux Français, les Français vous disent « je veux mourir dans mon sommeil ». Vieux, si possible, sans m'en rendre compte. Et s'ils ont un peu de capital, l'idée c'est de l'avoir fourgué juste avant. Mais sinon, c'est rarement des gens qui vous disent « ce que je veux, moi, c'est vraiment en baver, le plus tôt possible, ne pas avoir eu le temps de profiter de la vie et souffrir pendant des mois. Ça, par contre, ça me ferait kiffer. À moins de tomber sur un maso pervers ou autre, je ne sais pas, mais globalement, c'est pas ça qu'on a comme réponse. Alors, soit ça veut dire qu'on est programmé génétiquement pour penser que c'est ça les bonnes conditions de la fin de vie, soit aussi socialement, on a construit des croyances sur ces conditions-là. Et ces conditions-là, plus ça va, plus on s'en éloigne aussi. Parce que d'un point de vue historique, la mort devient de plus en plus diffuse dans nos sociétés. Avant, on accompagnait les morts, les mourants. Ils n'étaient pas encore morts, ils étaient juste mourants. On les accompagnait, ils mouraient à la maison. Les personnes âgées mouraient à la maison. Aujourd'hui, 90% des gens, 80% des gens meurent à l'hôpital, donc on ne les voit pas, ou en institution. Donc la mort, alors que la plupart du temps on a l'impression que la mort est partout, la mort est moins présente aujourd'hui dans notre espace, on va dire proximal, à proximité de nous, comme vécu aussi, direct, que ça ne l'a été au cours, par exemple, des 100 dernières années. Les soins palliatifs, d'ailleurs, dans leur projet, il y a une manière aussi de repenser ce paradigme-là, de repenser ce rapport à la fin de la vie, etc. Donc, vous voyez, les situations qui m'intéressent ne sont pas les situations les plus gaies. On est bien d'accord. Désolé pour ceux qui avaient prévu de passer une bonne après-midi, voilà. Mais ça peut être festif, la mort aussi, quand même. On va essayer. Donc, pour certains, d'ailleurs, ça peut l'être, mais ils sont rares. Il faudrait à chaque fois que la mort soit une espèce de traumatisme dont on ne pourrait pas se remettre, etc., tout ça. Bon. Donc, les situations de soins critiques, telles qu'on va essayer de les aborder,
devraient remplir, idéalement, hein, si on suit un petit peu le schéma, ces caractéristiques. Donc à chaque fois que je vais aborder une nouvelle situation, je vais essayer de la replacer dans ce schéma-là, pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut spécifier par rapport à ces situations. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, si tant est qu'on ne soit pas encore rentré dans le vif du sujet. On va parler dans un premier temps des pathologies fœtales létales, un sujet somme toute assez sympathique. Ce qui est bien, c'est que les enfants qui sont juste devant comprennent la moitié de ce que je raconte. Ça me rassure quelque part. Si je suis pour dire une horreur à un moment donné, vous bouchez les oreilles, hein, d'accord? Je vous préviendrai à ce moment-là. Ensuite, on va parler des enjeux de la communication en réanimation néonatale, les directives anticipées. J'ai gardé un truc sur les cérébraux lésés, mais à mon avis, ça ne va pas rentrer. Donc c'est pas grave, on va le mettre de côté, et puis on ne parlera pas des cérébraux lésés. Désolé, on ne peut pas parler de tout le monde. Et pour une fois de plus, c'est les handicapés qui vont passer à la trappe. Donc, si on est sur les pathologies fœtales létales, alors les pathologies fœtales létales, c'est compliqué parce que vous avez un ensemble de pathologies qui sont bien définies, et en même temps, au niveau international, on ne sait pas vraiment. Donc, il y a à la fois des pathologies pour lesquelles on est très clair. Vous faites un examen, vous voyez que le fœtus, il lui manque la moitié du cerveau. La plupart du temps, vous êtes au clair. Là, il n'y a pas de souci, on est au clair. Là, on est vraiment dans la pathologie fœtale létale et tout. Vous avez des trisomies? Ah, ça pose d'autres questions. On le fait partir ou pas, le mongolien? On le garde ou non? Ah, plus personne qui s'exprime. Vous n'avez pas d'opinion? Oui, on le fait partir ou pas? Non, on le garde. Ben alors, pas d'opinion? Vous avez le choix. Avec une façon de le présenter comme ça. Ah ben je fais exprès de le présenter comme ça. Parce que si je le présente avec délicatesse, ça veut dire qu'on met de côté l'enjeu qu'il y a à se prononcer sur quelque chose qui fait effraction. Or, je fais exprès de faire effraction. C'est? Non, c'est pas létal. Mais c'est un choix personnel et individuel, on ne peut pas se permettre de. On ne peut pas juger, on ne peut pas. On ne peut pas juger. Je ne vous demande pas de juger, je vous demande de prendre une décision. Pardon? Après, de toute façon, c'est la personne qui se porte à la famille. J'entends pas, plus fort. C'est à la famille de prendre la décision. Bien sûr. Heureusement d'ailleurs. C'est pas le médecin qui va faire. Moi, je trouve que c'est une question. En fait, je pense que c'est une chose pour savoir que quand on est dans la situation, on peut se projeter. Et évidemment, si on regarde dans l'idée, après, je m'en sais. L'enjeu pour nous, c'est de nous saisir de ça, de se dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on pose la question dans une situation dans laquelle on n'est pas, c'est très compliqué de se décider. Parce que là, on voit une espèce de confrontation un peu normative, quoi. Il fait exprès, en plus, il les traite de mongoliens, cet enfoiré. Il fait exprès. Il est beau ce terme, non? Ben oui. Mais moi, je peux me le permettre d'une certaine manière. C'est pour ça que je fais exprès. Certains le savent que je peux, du coup. Et donc je me permets, vous savez, c'est un peu comme les juifs qui peuvent rire d'eux-mêmes. La question qui se pose, à un moment donné, c'est que lorsqu'on est face à ce type de questions et qu'on n'est pas dans la situation, on voit qu'il y a une espèce de conflit de normes. C'est-à-dire, décision individuelle, oui, etc. Et moi je dis, pourquoi pas? Par contre, ce qu'on constate d'un point de vue collectif, et lorsqu'on va regarder les chiffres, c'est que généralement les gens font le choix de ne pas continuer la grossesse. Je ne dis pas que c'est une règle morale ou que c'est la norme, je dis juste que c'est un fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens décident de ne pas continuer. Là, on était dans le cas, on va dire, entre guillemets, juste du trisomique simple. D'accord? Lorsqu'on va être, par exemple, dans des situations, parce que ces pathologies fœtales létales, c'est pas clair. Et même au niveau international, on ne sait pas forcément. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment mettre un terme à la grossesse, parce qu'on pense que l'enfant ne va pas survivre à la naissance, si tant est qu'il arrive à la naissance, sachant que d'un point de vue international, c'est-à-dire que plus on va procéder à des IMG, moins on aura la possibilité de savoir aussi s'ils vont survivre à la naissance ou pas et combien de temps, et dans quelles conditions. Et on voit que dans certains travaux, on voit que les enfants peuvent vivre un certain temps. Mais alors combien de temps ça vaut le coup d'être vécu une vie?
Ça nous ramène aussi à une autre question, de fait. S'il tient 4 heures, ça vaut le coup ou pas? S'il tient 6 mois, ça vaut le coup ou pas? 6 ans. À partir de quand c'est viable, un enfant? Et s'il ne respire pas, et qu'on peut avoir une machine pour le maintenir en vie pendant quelques mois, vous le prenez ou pas? Oui. Tout à fait. Si on impose un compagnon social de prise en charge, on va pouvoir sans ou d'autres choix que cela. Alors, ça pose une vraie question parce que le médecin avec qui je travaille, le Barthélémy Tozello, lui, la question qui se posait, c'est dans ces cas de pathologie fétale létale, en France, 90% du temps, on passe par des IMG. Et de temps en temps, les mères, les parents décident d'aller jusqu'au bout du processus et d'accoucher de l'enfant. Donc la mère va accoucher de l'enfant, sachant qu'il peut mourir dans les quelques minutes qui suivent, à la naissance, ou qu'il peut mourir juste après, etc. Donc ça pose une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut proposer par exemple quelque chose qui s'apparenterait aux soins palliatifs dans ces contextes-là? Parce qu'on ne pense pas forcément les soins palliatifs dans ce contexte-là. On va les penser dans des maladies graves comme le cancer, etc., le VIH, les dégénérescences, Alzheimer, etc. Et dans ce contexte-là, c'est comme si finalement c'était plus médicalisé que si ça portait sur un accompagnement. Est-ce que c'est préférable d'accoucher de cet enfant qui va mourir ou est-ce que c'est préférable finalement de ne pas accoucher de cet enfant et, entre guillemets, d'avoir fait une IMG avant qui constitue... Et comme on n'a pas beaucoup de travaux sur la question, c'est compliqué. Donc ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, nous, c'est de comprendre comment des soignants spécialistes de ces situations-là se représentent déjà ce que c'est ces pathologies fétales létales. Puisque comme on voit que le savoir expert construit un cadre, mais que ce cadre n'est pas tout à fait clair, est-ce qu'on peut aller solliciter, on va dire, leur savoir à ces soignants-là pour voir comment eux, ils vont se reconstruire ce champ des pathologies fétales létales. Alors, je vous avais dit qu'à chaque fois j'essaierais de décomposer. Donc la réanimation néonatale, comme situation critique, voilà un petit peu les caractéristiques qu'on lui a apportées. Sur la composante émotionnelle, par exemple, c'est l'urgence vitale, le risque de décès de l'enfant, voire parfois de la mère. Éviter, contenir la souffrance physique, psychologique. Il y a des choses que vous allez retrouver au fur et à mesure, hein, parce qu'il y a des situations qui ont des caractéristiques communes. Sur la composante relationnelle, on va retrouver les enjeux associés à la confiance, garantir l'autonomie du choix, la gestion des émotions, garantir l'autonomie du choix. Dans un contexte où on est tellement pris par ce qui se joue, de la situation, que parfois le choix, est-ce que le choix qui préexiste par exemple dans la société s'invite pas malgré nous dans la prise de décision? On aime penser que nous sommes libres de nos choix. Et lorsqu'on confronte les régularités des choix aux autres, on se rend compte que finalement on a tendance à reproduire des choix. Donc jusqu'à quand on est libre de cette reproduction des choix en ce qui nous concerne? La composante communicationnelle, c'est-à-dire l'information donnée aux parents, la progressivité, l'authenticité de l'information, le niveau de transparence ou de compréhension supposée de cette information. Quand je dis à ces parents qu'ils vont, si effectivement ils décident de garder cet enfant, ils auront un enfant handicapé dont ils devront s'occuper jusqu'à la fin de leur jour. Oui, mais on le veut quand même, on le veut. Ben oui, ils l'ont investi quand même, cet enfant. Donc du coup, ils le veulent, c'est leur bébé, c'est leur enfant, c'est tout à fait légitime. Mais est-ce qu'ils sont capables d'imaginer ce que c'est que cette vie-là? Bien sûr que non. A priori, soit ils ont une connaissance très claire de ce domaine, ou ils ont eu à vivre cette expérience, etc. Et là, ils peuvent se poser la question. S'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent que supposer. Et ils mettent dans la balance des choses qui, du coup, font pas le même poids, certes, mais surtout, ils utilisent deux balances différentes pour évaluer les choses. C'est un petit peu le problème qu'on a aussi lorsqu'on est face à ces situations de choix. Et est-ce que le niveau d'information donné par le médecin ou le soignant à ce moment-là est capable de jouer sur ces balances-là? C'est pas toujours évident. Quand vous mettez par exemple dans la balance vos croyances religieuses, le médecin peut vous dire ce qu'il veut,
vous apportez tous les éléments scientifiques qu'il faut. Lorsque les parents décident par conviction, notamment liés à leurs croyances religieuses, qu'ils ne peuvent pas mettre un terme à la vie de cet enfant, ils vont aller jusqu'au bout. Mais c'est pas un problème. Hein. Dans votre exemple, typiquement, vous dites la balance des personnes en face, etc., mais la balance du soignant, à un moment, qui présente comme... lui aussi, sa balance, il présente ça comme vous allez avoir un enfant handicapé pendant toute votre vie, etc. C'est que ça il y a aussi une balance en face. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire, vous savez, vivre avec une personne qui a des déficiences fonctionnelles, ça peut... Parce que vous pensez que ça aurait été plus simple à comprendre pour les parents ? En tout cas, il n'influencerait pas le choix dans le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... dans votre discours, j'ai l'impression que déjà, vous utilisez les soignants experts comme truc. Alors moi, j'aurais tendance à partir de votre point de vue, plutôt les patientes expertes, mais bon, c'est personnel. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression que il n'y a que ce qu'entendent les gens qui vont les influencer et pas ce qu'on leur dit. Alors que le soignant, il est influencé par tout un tas de choses lui aussi. Bien entendu. C'est la façon dont il présente les choses aussi... tout à fait, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que moi, ce qui m'intéressait, par exemple, dans le travail que je vais présenter après, c'est de savoir comment les soignants se représentent cette situation-là. Et ce type de pathologie pour lesquelles le savoir scientifique n'est pas suffisant pour dresser le cadre. Faire le choix, par exemple, d'utiliser le terme handicap ou pas, symboliquement, si on revient justement aux composantes socio-symboliques, c'est énorme, qui sont aussi une composante communicationnelle. Parce que ça veut dire que j'introduis dans la communication un terme dont je sais que l'écho socio-symbolique va produire quelque chose chez l'autre. Si je parle de dysfonctionnement de type physique ou mentaux, ça ne me parle pas. Ça ne parle pas nécessairement aux parents dans ce cadre-là. Si vous leur dites « vous allez avoir un enfant handicapé », là, j'active quelque chose. Là, je sais que ça va fonctionner. Si je leur dis « vous savez, si on continue, il risque d'être en situation de souffrance », là, j'ai un deuxième mot-clé. Je sais que j'active quelque chose par rapport à ça. Donc effectivement, on est bien d'accord, tout ça n'est pas neutre. Et que le choix des mots, ou de la manière de construire l'information, on va voir que c'est un enjeu majeur dans tout ça. Oui. Est-ce que vous prenez en compte la dimension du temps laissé au choix ? Oui. Alors, est-ce que je la prends en compte ? Dans l'étude, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi des situations où on n'a pas le temps de faire un choix, en fait. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. Tout à fait. Des fois, peut-être les familles auraient besoin de 3 jours pour réfléchir aux choses. Et donc, forcément, là, le choix, il est plus intuitif. Je suppose que du coup, les éléments ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais de la question de l'urgence à un moment donné. C'est-à-dire que s'il y a une urgence vitale, la plupart du temps, de toute façon, qu'est-ce qui se passe en situation d'urgence vitale ? C'est qu'il y a une intervention du médical qui va se substituer à la capacité parfois aussi de la prise de décision. D'accord, mais dans la situation où vous allez avoir un enfant handicapé, ça joue pas en un quart d'heure. Ah, on est bien d'accord. Mais vous allez voir par la suite, c'est votre impatience qui vous guide. Vous allez voir par la suite, effectivement, que l'idée, c'est pas d'amener les personnes à prendre des décisions de suite, parce que ça nécessiterait pour ça que la personne pose de suite la question en mettant tous les éléments, on va dire, du problème sur la table. Or, ce n'est pas ce que font les médecins. C'est quand même une réalité vitale, faire un choix soudain et rapide. Oui, dans le cas où on va être... Je vais me faire engueuler ou quoi ? Donc, je reprends mon propos. On est bien d'accord qu'on était dans le cadre où on dit, à un moment donné, il y a une annonce qui va être faite. Je ne vous parle pas d'urgence vitale. On est bien d'accord. Effectivement, il n'y a pas d'urgence vitale. Vous apprenez que votre enfant risque de mourir à la naissance. Vous êtes à, 3 mois de grossesse. Effectivement, on peut attendre 6 mois avant de se décider. Il n'y a pas de souci. On peut très bien attendre. Donc, on est plutôt dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence vitale, donc il n'y a pas d'urgence à décider ou à mettre en place. Donc, du coup, on peut se donner un peu de temps. C'est pas pareil quand vous arrivez aux urgences et que les gens, à un moment donné, s'ils ne trouvent pas votre carte de donneur d'organes ou que vous n'avez pas fait de directive anticipée, ben, les choses se mettent en place. Et même si vous aviez, vous, un autre désir qui aurait été de ne pas être réanimé, la question ne se pose pas. Parce qu'actuellement, on ne dispose pas de bases de données qui nous permettent de savoir ce que veulent les gens.
Donc là, ils ont on va dire qu'il y a du temps. Dans une situation où il y a du temps. Il y a la question de la composante éthique, l'incertitude diagnostique, qui rentre en ligne de compte. On pense que ça ressemble à ça, il y a des chances que... On reparlera par exemple du cas de la petite Warda tout à l'heure, lorsqu'on parlera de la communication aussi, qui a eu lieu justement au CHU de la Timone. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je repréciserai un petit peu par rapport à ça. Donc la question des soins palliatifs, de l'IMG, des valeurs morales, la valeur morale des actes, parce que parfois ça fait effraction, parce que le soignant peut aussi se retrouver dans une situation compliquée. Les parents veulent continuer, et c'est un droit, et en même temps ils pensent, eux, que c'est pas bon pour l'enfant. Et là on voit bien qu'il y a des conflits de valeurs, et la plupart du temps, et si on reprend l'exemple de la petite Warda, lorsque le législateur, entre guillemets, ou la loi a statué, elle ne va pas statuer du côté des parents, du côté des médecins. Mais c'est encore une autre situation que les pathologies fétales-létales. Au Brésil, où l'IMG n'est pas autorisé, la situation est tout autre. J'étais en contact avec des collègues brésiliens qui nous montraient, qui, dans sa manière d'exprimer quelque chose, disaient « vous, au moins, vous avez de la chance, vous pouvez ». Or, si on ne peut pas le mettre en œuvre, c'est compliqué. Ça veut dire que, de fait, on doit accompagner. Et ça change du coup la plupart des éléments du problème, pour partie. Puisque le contexte non plus n'est pas le même, d'un point de vue socio-symbolique. Donc on a été les voir ces soignants spécialistes. Et on a fait des focus group avec eux. Donc on a essayé de comprendre un petit peu comment ils se représentaient ces situations-là. Donc là vous avez les caractéristiques, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous pouvez lire le papier, il est en anglais, il est très bien écrit, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais sinon je vais vous donner les éléments, vous n'aurez pas besoin de le lire en anglais, c'est encore plus simple. Donc on a fait des focus group et puis on a pris des membres du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se trouve au niveau du CHU de CH Nord à Marseille, avec l'idée de se dire mais c'est quoi ces pathologies fétales-létales? C'est quand même un petit peu notre première question. On voulait leur poser la question, pour savoir comment... Parce qu'ils sont amenés à décider quand même, à faire des propositions de prise en charge, etc. Ils vont ensuite, les médecins, une fois que ce travail collectif a été fait, ils se sentent aussi armés pour pouvoir aussi aller voir les parents et pour pouvoir discuter avec eux de ces situations. Donc, comment ces gens qui se retrouvent entre eux pour prendre des décisions appréhendent finalement cette situation sur laquelle ils sont amenés à, on va dire, s'exprimer un certain nombre de fois. Donc, je vais faire relativement simple au niveau de la présentation, juste cibler sur quelques résultats principaux. Premier élément, on essayait de voir quels étaient les critères, on va dire, de définition de ce que c'était. Alors, c'est la gravité. Ça peut entraîner le décès, à court terme. Alors c'est bien, on a plein de critères qui apparaissent comme ça, mais alors ils sont un peu flous, quoi. C'est-à-dire, c'est grave, ça provoque le décès. Alors pour certains qui sont un peu plus au clair, ils vont vous dire, voilà, il y a une liste de pathologies qui est listée. Alors si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, c'est pas forcément les mêmes listes, etc. Donc du coup, ça crée un petit peu, voilà, on a des critères sur lesquels on va pouvoir un petit peu se baser. Et en même temps, c'est déjà presque, on va dire, concomitant à la question de la définition des critères, c'est l'incertitude. Très souvent, il n'y a pas de diagnostic. On peut toujours tout faire pour des machines, etc. Là, il n'y a aucun souci. Si c'est létal, c'est parce qu'on n'opère pas, etc. Enfin, voilà. D'un seul coup, on voit apparaître, finalement, derrière ce qui pourrait être apparent dans les entretiens collectifs comme étant des critères de définition, parce que de suite, vous sollicitez les gens comme experts, donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous donnent les éléments. Et ensuite, quand vous allez plus loin, ils disent « oui, mais ». Et là, on va rentrer dans le « mais ». Et le « mais » va nous signifier quelque chose, c'est-à-dire la difficulté de. Et de l'autre côté, du coup, cette incertitude, c'est la mise en difficulté. Nous, c'est ce qui nous torture. Il y a la question des convictions qui va apparaître. On n'en discute pas assez entre nous. La question du collectif, comment le collectif devient un outil de construction de notre pratique professionnelle, etc. En fait, on pourrait penser au départ que si juste ils connaissent la liste des pathologies qui y sont liées, les choses pourraient être claires. Sauf que ça ne se joue pas à ce niveau-là. Ça se joue aussi à un niveau d'une pratique qui s'inscrit à travers tout un ensemble d'enjeux, qui ne sont pas juste l'enjeu de la prise de décision, mais des conditions de la prise de décision dans un contexte qui lui-même est baigné d'incertitude.
on va retrouver des éléments sur comment communiquer autour de ça. C'est une communication qu'on a appelée sous contrainte. C'est-à-dire comment on peut parler librement, en fait, comment on peut apporter. Idéalement, si on suit les principes éthiques en biomédicaux, on pourrait se dire, mais il faut dire. Il faut dire clairement, il faut dire dès qu'on a l'information, etc. Or, les choses sont plus compliquées que ça. Donc, c'est souvent, on ne donne pas de certitude. On va rester, on va dire, dans une espèce de flou autour de l'information, mais c'est pas juste un flou, on va dire, entre guillemets, qui vise à entretenir l'autre dans l'incertitude, c'est un flou qui témoigne de notre situation d'incertitude, mais c'est aussi un flou qui va permettre finalement une stratégie qui est très importante, c'est la progressivité de l'information. C'est-à-dire que l'information se délivre progressivement. Même dans les situations, ils vont nous relater ça dans les entretiens, même dans les situations où ils savent qu'avec ce truc-là, de toute façon, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas l'annoncer comme ça. Ils vont intégrer le fait que l'autre en face d'eux, c'est un côté un petit peu plasticité cérébrale, ou plasticité psychologique. L'autre ne peut pas encaisser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va y envoyer un petit coup. Ensuite, on envoie un deuxième petit coup. Ensuite, un troisième. Et on va gravir comme ça des étapes qui vont permettre à la fin d'avoir, on va dire, une information d'ensemble. En supposant, c'est presque un processus de psychologisation qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire ce que je suppose du vécu psychologique de l'autre qui guide la délivrance de l'information à la fois en termes de contenu, de progressivité et des enjeux qui lui sont associés. Donc je vais y aller par étapes. Alors, soit on part du principe que c'est mieux, soit on part du principe que c'est... Parce que la plupart du temps, les gens voudraient avoir une information directe et franche. Quand on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il nous faudrait ça. Or, on se rend compte que dans la pratique, ce n'est pas ça qui est mis en place. C'est autre chose. Donc, pour moi, ça présuppose que derrière la mise en œuvre de ces processus de communication, de ces caractéristiques communicationnelles, c'est qu'il y a aussi les enjeux représentationnels, de ce que, par exemple, les gens peuvent entendre, ou pas, de ce qu'on suppose être l'impact psychologique d'une information comparativement à une autre pour des personnes dans une situation donnée. Donc il y a autre chose qui guide aussi ces pratiques. Alors, il y a des valeurs aussi qui traversent ces questions d'adaptation, de progressivité, etc. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi, on se disait, mais cette question des soins palliatifs, est-ce que ça peut trouver sa place? Alors, idéalement, pourquoi pas? Mais en fait, si on creuse un peu, les soins palliatifs, ça n'a presque pas sa place là-dedans. Oui, mais c'est pas parce que... Alors, précisez. Alors après, les soins palliatifs, dans le cas de grossesse arrêtée, Oui. on donne les couples jusqu'à la naissance, et les soins palliatifs en néonatologie. En néonat. Voilà, ça existe, quoi. Ça se fait ici à Toulouse. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça devrait avoir sa place, mais ça ne l'a pas. Ça se fait déjà. Mais moi, c'est leur parole à eux. C'est pas la mienne. Moi, je fais juste le constat de ce qu'eux disent à un moment donné. Le fait que ça existe, entre guillemets, ça ne veut pas dire pour autant qu'on y a recours de façon importante. Et la question qui leur était posée, c'est de se dire, mais comment on pourrait intégrer cette pratique-là? Les soins palliatifs, vous savez, c'est un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire que quand vous posez la question au médecin, tout le monde fait des soins palliatifs. Quand vous posez la question, tout le monde fait de l'éducation thérapeutique, tout le monde fait des soins palliatifs. Et quand on regarde concrètement après dans les faits, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Le fait qu'il puisse exister, par exemple, des équipes aussi mobiles de soins palliatifs ne veut pas dire pour autant qu'elles sont mobilisées aussi sur ces situations. Donc, ce qu'on a vu apparaître, nous, dans ces focus groups, c'est une ambiguïté. C'est-à-dire, idéalement, c'est bien, le projet est bien, on devrait pouvoir les faire, c'est intéressant, ça apporte un plus. Mais, finalement, se pose dans la balance qu'eux vont utiliser par rapport à ça, le fait qu'il va y avoir un conflit de normes et de valeurs par rapport à tout ça. C'est la question de l'économie de la souffrance, c'est la question de est-ce que ça vaut le coup? Et en toile de fond de ce est-ce que ça vaut le coup, d'aller jusqu'au bout, d'accompagner les parents jusqu'au bout, de laisser naître cet enfant qui va mourir, etc., ça représente aussi un coût, d'une certaine manière.
Ben, un coût symbolique, un coût psychologique, pas un coût économique, hein, ce n'est pas une question économique. C'est est-ce qu'il faut rajouter de la souffrance là où il y a de la souffrance? Vous savez, comme si on rajoutait en fait des niveaux de souffrance par rapport aux situations. Est-ce qu'on ne crée pas davantage de souffrance en développant ce type de démarche, soins palliatifs ou d'accompagnement jusqu'au bout? C'est la question que se pose. C'est pas la question. Les parents qui décident d'aller jusqu'au bout, eux, ne se posent pas la question comme ça. Et du coup, ils peuvent être accompagnés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accompagnent pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça veut dire qu'ils se posent la question, et ça veut dire qu'apparaît finalement en toile de fond de leur discours qu'il y a une norme de référence, et la norme de référence, c'est l'IMG. Dans ce cas d'incertitude, de diagnostic dans lesquels les questions importantes vont se poser par rapport à l'avenir de l'enfant, dans le fait que ça surajoute de la souffrance à la souffrance, la norme de référence, implicite, pas nécessairement explicite, va devenir l'IMG. Ce qui nous permet de comprendre aussi comment à un moment donné on retrouve, on va dire de façon importante, ce choix à un moment donné pour les acteurs. Nous, la question, c'est pas tant de dire est-ce que c'est le bon choix ou pas. Quand on essaie de comprendre ces mécanismes-là, on essaie surtout de comprendre comment un collectif qui travaille ensemble arrive finalement à prendre des décisions, sachant que lorsqu'on leur demande d'exprimer ce qui fait leur rapport à l'objet de leur prise de décision et de leur pratique, eh bien, ce rapport-là, il est teinté par une norme de référence liée à une pratique, qui est censée compenser, on va dire, des problématiques supplémentaires dans cette situation. Ce qui est compliqué, c'est toujours d'essayer de saisir quelque chose qui est un peu implicite dans tout ça. Et ça peut permettre de comprendre aussi pourquoi le développement, je parle bien du développement et pas de la possibilité d'avoir accès, hein, mais que le développement ne se fait pas nécessairement de façon aussi importante qu'il pourrait se faire dans d'autres cadres. Puisque, a priori, les soins palliatifs dans le cadre néonatal ou des pathologies fœtales létales devraient tout à fait trouver sa place. Il n'y a pas de raison. Et c'est ce que va montrer la deuxième étude. Puisqu'on va faire une enquête auprès de 42 centres multidisciplinaires, on va essayer là de généraliser un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on a vu dans ces focus group des dynamiques qui se mettent en place, qui expliquent la prise de décision, qui est cette espèce de norme de référence là qui, malgré eux, les guide à penser l'objet de cette manière-là. On s'est dit, on va essayer de voir, mais est-ce que du coup, il y a une espèce de, comment dire, de contradiction entre le champ des pathologies fœtales létales et ce qui pourrait être les soins palliatifs néonataux ou les soins palliatifs néonatales. Parce que, est-ce que vraiment ils arrivent à l'intégrer ou pas? Ou est-ce que ça a sa place là-dedans? Est-ce que c'est un objet qu'on peut faire cohabiter avec cette situation particulière des soins dans ces services-là? Donc il y a 214 professionnels qui ont répondu à cette étude. On a des gynécos, des néonates, des pédiatres, des sages-femmes, des psychogénéticiens, etc. Alors, pas beaucoup de différence entre les catégories de personnes qui étaient impliquées. On a fait un questionnaire en ligne, on a fait des associations libres. On a utilisé un super outil qui s'appelle Iramutech, dont vous avez déjà entendu parler. Pour faire les analyses, c'est vachement pratique. Donc, premier truc sur les résultats, donc on avait des associations libres à partir de pathologies fœtales létales. Alors je suis désolé, c'est en anglais, c'est parce que j'ai pas voulu retraduire en français en fait. Hein. J'avais un peu la flemme, quoi, pour tout dire. Parce que je suis papa depuis 2 mois, et en fait, j'ai plus de temps pour moi. Vous savez bien, les enfants, ça vous bouffe tout le temps que vous avez. Donc du coup, voilà. Soins palliatifs néonataux. Qu'est-ce qu'on retrouve? Sur les pathologies fœtales létales, les éléments qui vont apparaître le plus, alors F c'est pour fréquence, R c'est le rang, autrement dit c'est le rang d'évocation des termes. Hein. Est-ce qu'il est cité en premier, en deuxième, en troisième, etc. On va retrouver la question de l'IMG, de la mort. Après il y a les soins d'accompagnement, l'impact émotionnel, etc. Quand on regarde sur les soins palliatifs, etc., qu'est-ce qu'on retrouve? Finalement on retrouve la représentation qu'on retrouve dès qu'on travaille sur les soins palliatifs dans le contexte français. Nous, on l'a fait avec des spécialistes des soins palliatifs, avec des infirmiers, avec des médecins, avec des internes en formation, etc. On retrouve toujours les mêmes résultats. Quand vous demandez aux gens c'est quoi les soins palliatifs, vous avez accompagnement, douleur, la plupart du temps.
Peut-être pas pour rien aussi que les équipes mobiles, souvent, s'appellent d'accompagnement ou de soins palliatifs et douleurs, la plupart du temps. Alors, la douleur, c'est bien parce que ça permet, d'un point de vue identitaire, de montrer que c'est des spécialistes de quelque chose qui est quand même technique. Les spécialistes de la mort, c'est compliqué quand même encore. Donc, a priori, on devrait se dire, mais il n'y a pas de... Ça veut dire que globalement, la représentation qu'ils se font de ces, entre guillemets, soins palliatifs n'est pas du tout en contradiction avec les représentations des soins palliatifs qu'on retrouve par ailleurs. Donc ça devrait trouver sa place. Il n'y a pas de raison que ça ne trouve pas sa place, puisqu'on arrive à les définir de façon équivalente à la façon dont les soins palliatifs, pas dans ce contexte-là, mais de manière globale, sont définis. Et pourtant, on ne les retrouve pas nécessairement toujours en pratique. Donc il y a peut-être d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors on avait fait aussi des petites analyses de similitudes, parce que c'est rigolo, ce qui permettait de voir un petit peu comment tout ça s'organisait. Alors sur les pathologies fétales létales, on peut voir en fait globalement que par rapport à cet objet, il y avait vraiment quelque chose d'assez structurant autour de la question de l'IMG. C'est-à-dire que finalement, on voit bien que pour ces professionnels-là, le plus souvent, lorsqu'on va évoquer la question de ces pathologies fétales létales, c'est l'interruption médicale de grossesse qui va être évoquée. On le retrouve dans les résultats. Pathologie fétale létale, interruption médicale de grossesse. Alors, l'intérêt de croiser les deux études, c'est que là, on a quelque chose qui est assez descriptif. J'aurais même presque pu commencer par celle-là plutôt que l'autre. Alors qu'avec les focus group, ça nous permet de comprendre pas seulement qu'effectivement c'est présent, mais pourquoi ça semble être présent et pourquoi ça semble être légitime dans ce contexte-là. C'est-à-dire en termes de gestion, justement, des situations complexes et de l'hypothèse d'une norme de référence autour de l'IMG qui permet de réguler le plus efficacement possible les situations complexes auxquelles on est confronté, telles qu'on les pense dans ce contexte-là. Bon, après, il y avait, on va dire, les pathologies ou les sources qui étaient liées à ces pathologies, et puis après, on a l'accompagnement, qui pourtant, si on regarde bien, même dans leur représentation des pathologies fétales létales, la question des soins palliatifs est presque intégrée. Sur la question de l'accompagnement en particulier, finalement, ils intègrent, quoi qu'il en soit, cette question-là d'une approche palliative potentielle, à travers des termes qui caractérisent ce qu'est une approche de soins palliatifs, dans la représentation des pathologies fétales létales. Donc ça veut dire que, je vais essayer de ne pas employer des mots qui posent problème, c'est pas entre guillemets, c'est pas un marché des idées en soi. C'est que les deux coexistent, mais au final, on voit bien que dans les pratiques qu'on relève, et finalement dans ce qui se met en place, il y a quand même une dimension qui occupe on va dire une part plus importante pour expliquer in fine ce qui va se passer dans ce contexte-là. Donc, vous connaissez cette histoire ou pas? On a pas mal parlé dans les médias, c'est très récent. La petite Marwa. C'est juste pour illustrer ce qui va suivre par la suite, parce qu'après je vais vous parler un petit peu de comment les médecins parlent aux parents, en fait. La petite Marwa, j'ai pas tous les éléments techniques, globalement, c'est sa jumelle qui est juste à côté. Donc c'est deux jumelles. Et il y en a une à un moment donné qui a fait une infection, celle qui est dans le lit, qui était prise en charge à Nice, et qui après du coup se retrouve, je vous fais la traduction des médias, d'accord ? Donc il se retrouve au CHU de la Timone. Ce jour-là, ils auraient mieux fait, d'un point de vue pour se faciliter la vie, de ne pas l'accueillir, puisque tout va commencer à partir de là. L'histoire, en fait, commence là. Puisque ce qui va se passer, ce que relatent les médias par rapport à cette histoire, c'est qu'à un moment donné, l'équipe aurait dit aux parents, alors on n'a pas, vous savez, quand vous êtes sur les médias, vous n'avez pas accès à ce qui s'est dit véritablement, vous ne savez pas ce qui s'est dit, dans quel contexte ça s'est dit, vous ne savez pas qui l'a dit. Ce qu'on a, nous, c'est les échos de tout ça. Donc, aurait dit aux parents que il fallait la débrancher. Globalement, il ne faudrait pas continuer parce qu'elle va se retrouver dans une situation de polyhandicap sévère, elle ne pourra pas respirer par elle-même, etc., tout ça. Et que donc, du coup, voilà. Donc, je vous le traduis. Je ne suis pas sûr que ça ait été dit comme ça. Je ne suis pas sûr que les choses aient été présentées comme ça. Par contre, c'est comme ça que dans la presse, on va retrouver, on va dire, l'écho sur l'histoire. Et le père va s'opposer à cette décision. Donc on va passer par le tribunal administratif, donc conflit entre les parents. Je vais dire le parent parce que c'est lui qu'on voit tout le temps.
La plupart du temps, c'est le père qu'on voit. Donc, conflit entre le parent, mais du coup, les parents par extension, l'équipe médicale, on passe par le tribunal administratif qui va légèrement botter en touche, parce que là, c'est la dynamite, ça. Le père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur change.org, il va faire une pétition, plus de 200 000 personnes vont signer, il va faire un groupe Facebook, etc. Certains vont dénoncer quelque chose de l'ordre du communautarisme parce que personne d'origine musulmane, donc beaucoup de messages de soutien qui relèvent de la religion musulmane en particulier. Donc entre guillemets, les antis vont se saisir de ça. Mais ce n'est pas nécessairement le propos, en plus, puisque ce n'est pas forcément la question qui est abordée comme ça, même par le père au niveau des médias. Et puis, donc, une fois que le tribunal administratif a fait appel à des experts, les experts ont dit, bon, ben voilà, mais en même temps, on ne peut pas arrêter. Tout ça va remonter au Conseil d'État. Et il se trouve que je connais une des personnes qui a représenté l'hôpital de la Timone et qui est partie au Conseil d'État. Et je l'ai vu après, et je lui ai dit, mais tu m'aurais demandé avant, moi je t'aurais dit quel aurait été le résultat. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que le Conseil d'État vous demande de débrancher un enfant. Il n'y a aucune raison qu'ils aillent dans votre sens. C'est impensable. Ils ne peuvent plus. C'est mort. Enfin, pas encore, mais c'est mort. C'est pas possible. Ils ne vont pas vous donner l'autorisation de tuer un enfant. Ils ne le font pas pour les vieux. Ils ne vont pas le faire pour les enfants. C'est encore pire symboliquement. Excusez-moi, je ne connais pas du tout la loi. J'ai toujours pensé, sans doute naïvement, que de toute façon, les parents avaient le dernier mot dans ce cas. Avec le dernier mot, c'était oui. Alors, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que les parents sont censés avoir le dernier mot. Les médecins sont censés éviter toute obstination déraisonnable. Donc, ils sont censés ne pas créer de la souffrance non plus. Donc, c'est là où on se retrouve sur un conflit de valeurs, en fait, par rapport à ce qui est bon pour cet enfant. Qu'est-ce qui est bon pour cet enfant? Nous, on aurait beaucoup de mal à se prononcer, d'ailleurs, on n'en sait rien. Soit on a une opinion sur cette question-là, puis on va l'affirmer, mais de là être sûr de ce qui est bon pour cet enfant, moi je ne sais pas ce qui est bon pour cet enfant. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où vous faites remonter ça à un niveau décisionnel, je ne vois pas le Conseil d'État. Quand vous voyez comment ils ont géré l'affaire Lambert et le nombre d'années qu'on se tape autour de cette affaire, etc., entre la femme qui voudrait qu'on arrête les soins, etc., et les parents qui ne veulent pas et tout, l'État ne sait pas gérer ça. Et la loi ne permet pas de gérer ça. A priori, soit on considère que les médecins, comme professionnels, sont légitimes à prendre une décision sur la base des connaissances qu'ils ont, et donc pourrait très bien dire, mais attendez, là, vous nous dites qu'on ne doit pas être dans l'obstination déraisonnable, que c'est quelque chose qui est interdit, qu'on ne doit pas créer de la souffrance, mais vous nous contraignez à maintenir cet enfant en vie et à lui créer des souffrances. Ça pourrait être, entre guillemets, le discours des médecins. Donc ça veut dire qu'on met quand même aussi des gens face à une situation où ils sont censés maintenir en vie une enfant dont ils estiment, et là après on pourrait s'interroger un peu plus, dont ils estiment qu'il n'y a pas de nécessité de continuer à la maintenir en vie. Et derrière l'enjeu de la nécessité, on pourrait mettre la question de la souffrance potentielle, des conditions de vie, de la qualité de vie, comme notion centrale, on va dire, un petit peu dans tout ça, etc. Elle n'est pas consciente. A priori. Sauf selon les médias. Selon les médias, vous avez l'impression qu'elle a ouvert les yeux, donc elle est consciente. Qu'est-ce qui fait la conscience d'une personne handicapée? Ce qu'elle est capable d'exprimer ou ce qu'on est capable de ressentir à sa place pour la laisser dans l'espace de l'humain? Mais si elle est consciente en éveil, effectivement, prendre la décision de la débrancher. Pour les spécialistes, il n'y a pas de conscience. Mais c'est toute la difficulté d'ailleurs. C'est aussi la difficulté de décider dans ces situations, vous voyez bien, dans laquelle l'incertitude demeure. La question qui se pose, qui va être posée aux spécialistes, c'est est-ce qu'elle pourra respirer toute seule?
Pour eux, ils vous disent non. Son cerveau est tellement altéré qu'elle ne pourra pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique de diagnostic avec une enfant qui allait bien, qui suivi un peu de loin, mais apparemment c'est avancé de façon assez rapide avec une enfant qui allait très bien, qui a une maladie avec un diagnostic très difficile à poser et qui très rapidement a eu comme médecin de discours de dire il n'y a plus rien à faire. Donc peut-être aussi la méconnaissance de savoir ce qu'elle a, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de traitement et autres retardent peut-être le processus de deuil et d'avancer sur un potentiel. Ah mais tout à fait, mais de toute façon c'est un mix total, c'est quelque chose qui est... Voilà, on ne peut pas en fait. Le problème c'est que nous on n'est que spectateurs de ça, et même ceux qui sont acteurs, pour avoir participé à 2-3 réunions sur cette situation, même ceux qui sont acteurs finalement se retrouvent dans des situations qui du coup ne maîtrisent plus. Ils ne sont plus vraiment acteurs de la situation leur échappe, parce qu'on est dans une situation finalement qui est un conflit. Une fois qu'il s'est cristallisé sur ben, moi je veux ça, ben, la loi décide, et puis de toute façon, ben, ce qui continue à être, c'est ce que la loi a décidé. Ça pose aussi, par contre une autre question qui est mais comment les gens parlent entre eux? Et ça c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est dit? Est-ce que la bienveillance supposée a pu être maintenue dans la parole qui a été énoncée? Alors c'est très compliqué parce que nous on n'est pas les petites souris qui se baladent comme ça et qui écoutent à ce moment-là. Donc ça c'est pour illustrer quoi le travail que nous on a fait. On a voulu être des petites souris et on a demandé à des médecins de s'enregistrer quand ils parlent à ses parents, pas ceux-là, mais à d'autres parents, quand ils sont dans des situations de communication médicale. Donc ce qu'on a fait, c'est que, et ça c'est grâce aux médecins avec qui je collabore, qui a réussi à les motiver, parce que de s'enregistrer quand on parle à des parents, aussi pour leur annoncer que leur enfant ne va pas survivre, c'est pas simple. Donc ils l'ont fait, et je les remercie de l'avoir fait, parce que du coup, nous, ça nous a permis de travailler sur leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous respectons toutes les directives éthiques, la recherche a été déclarée au cas où vous seriez inquiète, je peux vous transmettre le numéro de déclaration du comité d'éthique de notre université, il n'y a pas de souci. Quand même. Oui. Alors, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander, parce que du coup ils se baladent avec un enregistreur, ou leur smartphone, c'est le plus simple, avec le smartphone, et effectivement il faut qu'ils rappellent aux parents, voilà, que c'est dans le cadre d'une recherche, il faut que les parents soient d'accord. Ben, les parents ils disent pas non. La plupart du temps, d'ailleurs. Vous savez, les recherches fonctionnent bien quand les médecins demandent à leurs patients. La plupart du temps, ça fonctionne. Si vous êtes extérieur au service que vous leur proposez, vous avez beaucoup plus de refus que si c'est leur médecin qui propose. Alors, ça pourrait amener une autre réflexion, d'ailleurs éthique, sur quelle est la capacité de consentir de parents dans cette situation pour participer, malgré eux. Nous, on s'est engagé auprès d'une chose, c'est de ne pas travailler sur leurs paroles à eux. C'est le compromis avec le comité d'éthique, c'est-à-dire qu'on ne travaille que sur la parole des médecins. Alors, ça a quelque chose de frustrant quelque part, parce que c'est une interaction. La seule chose qu'on a relevée, à peu près, c'est le temps. Et en fait, le temps, c'est quoi? Les médecins parlent 95% du temps. En fait, c'est vraiment une parole médicale, de fait, parce qu'elle occupe le plus clair, on va dire, de l'espace d'énonciation dans ce contexte-là. Donc, l'idée, c'était un auto-enregistrement. On a fait ça pendant 4 mois avec les médecins. Ils étaient 5, c'était sur la base du volontariat, certains n'ont pas voulu. Donc, dans le service de réanimation néonatale de l'hôpital Nord de Marseille, l'idée, c'était de saisir des communications naturelles. C'est-à-dire, ce n'est pas des communications provoquées. C'est-à-dire, on ne les met pas en situation. Ça veut dire aussi qu'il y a des communications qui nous ont échappé. Il faut aussi pointer un certain nombre de limites, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré quand ils se rappelaient qu'ils devaient enregistrer, par exemple. Donc, quand ils s'en rappelaient, il est possible aussi qu'à un moment donné, ils n'aient pas enregistré, peut-être parce qu'au-delà de l'oubli, ils ne voulaient pas, ou que, etc. Ça, ils ne nous l'ont pas forcément verbalisé comme ça, mais ça nous a permis d'avoir des situations qui sont quand même assez diversifiées. Si on regarde ces enregistrements, on a différentes caractéristiques. Vous avez les caractéristiques, par exemple, de l'enfant qui était concerné dans le cadre de ces communications. Vous avez des prématurés qui sont les 3 quarts, c'est des prématurés. Donc les communications qui vont se faire 3 fois
sur 10, on va dire, concernent des enfants prématurés. Vous avez autant de petits garçons que de petites filles. Vous avez des informations sur la grossesse, est-ce qu'elle est unique, multiple, l'âge de la mère en moyenne, profession et catégorie sociale. Alors c'est l'hôpital Nord de Marseille, hein. Donc PCS faible, si vous voulez, ça renvoie aussi au bassin, on va dire, géographique de l'hôpital Nord, qui est quand même la partie la plus pauvre, on va dire, de Marseille, qui reste une des villes les plus pauvres de France, quoi qu'il en soit, mais en particulier aussi dans les quartiers nord de Marseille. Vous avez la durée d'hospitalisation, vous avez le statut de l'enfant à la sortie d'hospitalisation, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est décédé. Vous avez un quart des enfants qui sont décédés, en fait, dans ces situations de communication. Le nombre d'entretiens en moyenne par enfant, qui est de 1,6, et les durées d'entretien, qui sont d'une moyenne de 11 minutes. Donc ça va de 7,5 à 18 minutes, donc ça reste quand même, l'écart type n'est pas énorme, quoi. On est sur des entretiens qui sont relativement courts à chaque fois. Donc dans un premier temps, donc on a essayé de faire deux types d'analyses. On a fait une analyse de type Reinert avec Iramutech, parce qu'on voulait se dire, mais voilà, on va essayer de défricher un petit peu tout ça, et après on fera une analyse de contenu en essayant de se cibler sur quelques éléments qui vraiment nous semblent pertinents. Donc, Iramutech, pas besoin de vous expliquer, c'est bon, vous avez déjà entendu parler. Donc l'idée, là, je vais vous présenter les classes de discours, ce qui se dit finalement, de quoi sont faites ces classes, et comment on a essayé de les interpréter. Donc, sur l'interprétation des classes, etc., on a fait un travail collectif où on s'est mis autour d'une table, il y avait 2 médecins, 2 psychos, et l'idée, c'était d'échanger autour de ça avec des médecins qui travaillent dans ce champ-là pour essayer de comprendre pourquoi c'était ces termes aussi qui étaient utilisés. La première classe de discours, qu'on a appelée, nous, morbidité neurologique. Là, globalement, c'est le cerveau. C'est une classe qui est relativement importante dans l'analyse, où beaucoup de choses vont se jouer autour de la question du cerveau, des difficultés à ce niveau-là. Donc vous avez des termes autour de l'organe qui est lésé, le diagnostic de lésions neurologiques, la protocolisation du suivi, notion de gravité, etc. Donc c'est une classe qui est un peu à part, le cerveau. On va le voir par la suite quand on regardera le dendrogramme en particulier. Vous avez une deuxième classe qui est plus qu'on a appelé prise en charge nutritionnelle et pathologie perpartum. Là, globalement, c'est manger, quoi. Je caricature, mais on est plus sur quelque chose qui serait bien autour de l'allaitement, du lait, modalité d'alimentation, temporalité, organisation, rôle maternel, etc. Donc, tous ces éléments-là qui sont plus autour de... On va le nourrir, cet enfant. On met en place tout ce qui relève, en fait, de... Globalement, vous parlez de ça. Quand tout se passe bien à la maternité, vous parlez que de ça. Vous ne parlez pas du cerveau, vous ne parlez pas du reste, vous parlez de ces choses-là. Troisième classe de discours qu'on va retrouver dans ces communications sont autour des relations médecin-famille et l'organisation des soins. Donc là, ils sont en train de décrire dans ces discours-là, voilà comment ça va organiser, vous pouvez venir, comment la famille, etc., comment on s'organise entre nous, quoi. Voilà, pour gérer la situation. Donc c'est la gestion de l'information, les perspectives futures, la prise en charge pluridisciplinaire, disponibilité de l'équipe, relation à l'entourage, etc. Donc ce qui crée un petit peu le contexte socio-relationnel autour de la prise en charge. Et la quatrième, c'est la prise en charge respiratoire. Donc on avait le cerveau, maintenant on a les poumons, on va dire, pour caricaturer. Donc c'est tout ce qui est lié, on va dire, à la question de la respiration, de l'intubation, de l'oxygène, etc., les modalités, complications possibles. Alors je ne suis pas revenu dessus, mais vous avez vu qu'il y a des variables associées à chaque classe de discours, et il y a des discours qui sont plus typiques de certaines variables qu'on a rentrées, on va dire, dans l'analyse. Par exemple, les questions respiratoires sont des discours qu'on retrouve plus sur des enfants qui sont décédés à la fin. Il y a aussi des contextes, on va dire, d'énonciation. Par exemple, ça c'est des entretiens, cette partie-là de l'entretien a plus lieu en box, par exemple, que lorsqu'on est, par exemple, si je ne me trompe pas, ici, où ce qui touche au cerveau, c'est plus des entretiens qui finalement ont lieu en chambre. Donc on suppose qu'il y a déjà un effet de contexte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se disent dans certains lieux et d'autres choses qui se disent dans d'autres lieux. Alors après, il y a des éléments qui sont un petit peu, on va dire, contextuels ou autres, mais ça, par exemple, la première rencontre est liée à cette classe de discours. C'est lorsqu'on voit les parents pour la première fois et qu'on va énoncer cette question-là. Parce que c'est vrai que la question du cerveau va être importante à énoncer de suite parce qu'on reste dans un domaine qui est large et qui pose l'incertitude.
Et vous allez voir par la suite qu'on a essayé de réfléchir en termes de script, d'énonciation des différents niveaux d'information, pour essayer de comprendre ça. Si on résume, on se retrouve avec donc ces 4 classes de discours, dont une est à part. Celle qui est à part, c'est le cerveau, d'une certaine manière. Donc on a essayé de se dire, mais est-ce qu'il ne se joue pas déjà dans cette séparation initiale entre ces classes de discours, quelque chose qui est de l'ordre de là où se pose de façon importante la question de l'incertitude, en grande partie, parce que c'est l'analyse aussi qu'on fait du verbatim qui est associé à ces classes de discours. Et que le cerveau, c'est là où on ne maîtrise pas. C'est là où on est sur la situation d'attente, etc., ou la question de l'inaction médicale, alors qu'on va retrouver plus la situation d'action médicale à travers l'intervention sur le fait de permettre à l'enfant de respirer, par exemple, tout ce qui touche à la communication et à l'alimentation. Donc on voit qu'il y a déjà quelque chose qui se structure, on va dire, un petit peu différemment. Et après, on a dit, bon, on va essayer d'explorer encore, et on a fait quelque chose qui, du coup, nous a un peu perturbé. On a fait une analyse de similitude. Alors, le résultat est un peu bordélique, a priori, mais surtout, ça nous a fait apparaître 2 choses. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, je n'avais pas retenu tous les mots, bien entendu, on a gardé que certains mots, et on se retrouve avec ces 2 boules, entre guillemets. Alors, vous voyez que j'ai déjà fait une séparation entre les deux, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu bizarre, quoi. Donc on est bien là sur la question de la co-occurrence des termes entre eux, etc. Et comment ça se structure? Et on a l'impression que ça se structure autour de 2 trucs qu'on n'a pas su nommer au départ. Et vous avez accord et aller. Alors a priori, je me suis dit, bon, c'est une connerie, il faut enlever ces 2 termes. Et il faut faire retourner l'analyse. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, c'est encore plus bordélique. Donc je suis resté sur cette solution. Parce que je me suis dit, mais ok, bon, ça ressort comme ça, c'est des mots qu'on pourrait dire un petit peu des mots outils, qu'on va retrouver partout dans l'énonciation, on va, je vais, vous allez, etc. Et je me suis dit, soit on les enlève. Si je les enlève, c'est que j'ai une hypothèse sur le fait qu'ils ne sont pas utiles, entre guillemets, ou dans ce contexte particulier. Donc ça m'obligeait, dans le travail qu'on faisait, à se dire que ben non, tout ce qui relève du verbe aller, finalement, n'est pas signifiant au sens de la recherche qu'on mène. Pareil pour accord. Alors que accord, on va se rendre compte que c'est très important. Vous êtes d'accord? On est d'accord? Donc c'est la recherche, en fait, aussi de la contractualisation dans la communication. Donc pour aller, on aurait pu se dire, oui, mais c'est un terme qui vient tellement qu'on va l'enlever. Et on s'est dit, mais on va quand même essayer d'aller explorer plus finement ce qui veut dire ce terme, parce que peut-être que là, il y a quelque chose aussi qui pourrait nous renseigner. Alors, naïvement, au départ, on a essayé de poser un cadre. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui est assez différent, qui nous renverrait plus sur la composante de l'action ou de la dépersonnalisation, notamment aussi autour de l'enfant. C'est-à-dire qu'on retrouve l'enfant, le bébé, etc. à ce niveau-là. Là-bas, c'est des petits, c'est des embryons. C'est pas des bébés. Là, on a la question du consentement, de la compréhension, de la contractualisation et de la personnalisation. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui se joue autour, d'une part, de la question de la contractualisation, parce que naïvement, à travers l'utilisation de ce terme, et de l'autre côté, quelque chose qui renverrait davantage à la question de l'action qui va être mise en œuvre dans ce contexte. Donc, on a du coup essayé de persévérer dans tout ça, et on est allé voir par la suite, à travers une analyse de contenu, quand les gens utilisent accord ou aller, à quoi ça peut correspondre. On a construit des catégories pour essayer de voir accord et aller, voilà, comment c'est utilisé concrètement par les médecins. Donc, il y a effectivement pour l'accord, on a trouvé une première fonction, qui est la façon dont l'utilisation de ce type de termes permet de marquer la transition entre les thèmes ou les types d'informations qui sont donnés par le médecin. Vous êtes d'accord? Voilà, hop, et on passe. Là, on a l'exemple. Voilà, on recherche l'accord de la mère va exprimer son accord. Et hop, on va pouvoir passer à l'information suivante qui est liée à ça, où on a par exemple, on cherche, mais c'est plutôt des enfants plus vieux, un petit peu plus vieux, c'est tout à fait exceptionnel que ce genre de choses viennent dès la naissance. D'accord? Donc première information qui est donnée, c'est rare que ça arrive à ce niveau-là. Et donc je vais pouvoir passer à la deuxième information, le rythme sur lequel je n'ai pas encore de réponse. On a une autre fonction qu'on a fait émerger, ce qu'on a appelé la continuité entre les thèmes ou les types d'informations. Là, on n'est plus sur une transition, mais c'est plutôt, on crée une espèce on essaie de vérifier, donc le médecin, il essaie de vérifier qu'on est bien sur toute cette information-là.
surtout sur ce cœur un peu gros qu'on a constaté. Il faudrait qu'on fasse une biopsie de peau, d'accord. Ça consiste à prendre un petit morceau de peau, on resuture après, on reste sur la même idée. On n'a pas de transition entre une idée et une autre idée. On reste dans une forme de continuité. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que soit je considère a priori que accord, il marque qu'une seule chose, soit je repars dans le corpus et je me dis peut-être qu'il peut avoir des fonctions différentes. C'était ça notre objectif, en fait, par rapport à ça. Pour accord, on a aussi retrouvé quelque chose qui est de l'ordre qu'on appelait la bienveillance de la parole, quoi. Autrement dit, c'est la réassurance ou la contenance des parents. Actuellement, en tout cas, c'est important aussi. On voit que le contenu qui est apporté par le médecin vise en fait à créer cette question de la bienveillance, de montrer qu'il est aussi à l'écoute, qu'il prend en compte ce que l'autre est en train de vivre par rapport à ça. Le père exprime... La question, c'est comment ça marche ? Il n'y a pas de spécialiste, là ? Pas vraiment. Mmh. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc, finalement, cet accord, tel qu'il est utilisé par les médecins, on retrouve à la fois quelque chose qui est d'ordre de l'accentuation, du renforcement d'éléments d'information qui sont donnés aux parents, la possibilité de donner un espace d'expression, la recherche de compréhension, voire la recherche d'assentiment, qui va être utilisée à travers ce terme accord. Donc, on peut lui donner différentes fonctions dans ce contexte-là. Et on a fait le même travail avec Allais, pour essayer de se dire, mais qu'est-ce qui se retrouve derrière l'usage de ce terme aller? Est-ce que c'est une seule thématique ou une seule manière de l'utiliser, ou est-ce qu'on peut retrouver différentes choses? Donc on a retrouvé quelque chose qui est autour de l'évaluation de la situation, de la santé générale du nouveau-né, comme un petit peu le partage d'un pronostic, quoi. Ça va, la situation de santé générale, on pose à ce niveau-là. Donc ce qui va nous permettre de différencier, on est bien d'accord, les ça va, c'est bien quand on les resitue dans leur contexte d'énonciation. On est bien d'accord. Sinon, c'est toujours des ça va. Sauf que le ça va dans une situation ne veut pas dire la même chose que dans une autre situation. C'était ça l'objectif. Donc, c'est aussi évoquer l'action de la maladie ou de la séquelle. Donc, accentuation, par exemple, du caractère évolutif de la situation dans laquelle se retrouve l'enfant. Ou, par exemple, la mise en discours de l'action médicale, l'action de l'équipe médicale, etc. On va, ça va, voilà, ça va se mettre en place, on va y aller, etc. Donc, le aller et accord... du coup, on était content d'avoir fait cette analyse complémentaire parce que ce qui apparaît comme étant éventuellement peut-être un artefact au départ, dû à l'usage aussi de termes pour signifier des choses lorsque l'on parle, ça nous permet aussi, ça nous a obligés en fait à aller plus loin pour essayer de spécifier les catégories qui étaient associées à ces termes-là. On a aussi travaillé en termes d'analyse de contenu pour essayer de voir, mais si on prend tout ce qui a été dit par ces médecins, quelles sont les thématiques qu'on va pouvoir faire émerger à partir d'une analyse de contenu, on va dire classique, thématique. On va retrouver 5 grandes thématiques qui vont être abordées dans le cadre de ces enregistrements. En premier lieu, la question de comment on construit la compréhension, la question de la connaissance en amont, le résumé d'une information déjà donnée, s'assurer de la compréhension. On s'est vu la première fois, je vous avais décrit la situation, est-ce que vous vous en rappelez, etc. Tout ça. Cette recherche de compréhension est importante. On voit qu'à chaque fois, on essaie de resituer dans le contexte de la prise en charge ou dans le contexte de l'information déjà énoncée par ailleurs ou auparavant. La validation, la correction de l'information. On a une deuxième thématique qui est autour de la construction de la communication, la clarté, le temps de réflexion, recherche de questions, le maintien du lien de disponibilité. Là, c'est n'hésitez pas à me contacter. Enfin, c'est la disponibilité que donne le médecin vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des parents, qui sont l'objet de leur intervention. Il y a le rôle du médecin dans la prise en charge globale de l'enfant. Comment ils vont rappeler un certain nombre de fois que leur objectif, c'est de ne pas nuire, globalement. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de l'évitement de la souffrance, comment ils expriment des formes de compassion, la question de la collégialité, très important, le « on ».
c'est très rarement je qui parle. Le plus souvent, c'est on. Alors, on pourrait se dire, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler en leur nom, c'est peut-être parce que c'est aussi leur pratique, finalement, c'est on, c'est une équipe. Mais en même temps, ce qui est bien avec le on, c'est que ça dilue aussi les choses. C'est pas je tout seul qui peut répondre à tout ça, c'est pas je tout seul qui peut à un moment donné vous apporter toutes les informations, c'est on y travaille. Alors c'est intéressant ce on parce que quand vous mettez dans la perspective du patient, le on, il empêche d'une certaine manière que l'autre finalement soit la cible privilégiée de l'impossibilité de répondre. Puisque ça renvoie finalement à quelque chose qui est partagé autour de l'information possible ou du savoir possible sur tout ça. On y travaille. Je suis dedans, certes, mais c'est on y travaille. Donc c'est à la fois la réalité de la pratique et à la fois quelque chose, si on se met dans la perspective du patient, qui renvoie quand même aussi à une autre perspective que ça. Autre thématique, c'est la place des parents dans la prise en charge globale de l'enfant, la recherche de consentement, de l'avis, le rôle des parents, et puis la thématique de la progressivité de l'information. Alors, je vais vous donner un exemple sur la progressivité de l'information. On a repris une communication, on a essayé de comprendre, est-ce qu'il n'y avait pas des scripts finalement? Est-ce que les médecins, lorsqu'ils énonçaient un certain nombre de choses, on pouvait retrouver une logique qui leur échappe? Parce eux, ils ont un savoir implicite sur ce qu'ils disent. Donc on a essayé de reconstruire des séquences pour voir un petit peu comment dans ces séquences, en fait, ils construisent progressivement l'information. Et là, on retrouve comment dire, c'est par rapport à une situation d'un enfant en particulier. On va essayer de voir un petit peu les différentes étapes, et on a travaillé sur l'ensemble des communications comme ça, pour voir quelles sont les étapes et comment elles se construisent. Vous avez une première étape, c'est l'incertitude de base, et ça on va le retrouver quasiment tout le temps. Sauf si la situation est d'une clarté mais extraordinaire, mais plutôt bénéfique, qui va dans le sens positif. La plupart du temps, le contrat de base presque de la communication, c'est de poser l'incertitude. Donc dans la première étape, on va retrouver très souvent cette incertitude de base qui va être, on va dire, communiquée par le médecin. On est dans une situation qui est assez préoccupante, on ne sait pas trop, etc. Donc on exprime le... Voilà, c'est pas simple, on ne maîtrise pas tous les aspects, on crée l'incertitude. Il va y avoir des éléments d'information qui vont permettre de poser la situation actuelle. Voilà où on en est. D'accord? Donc incertitude de base. Bon, effectivement, c'est un petit bébé, il y a ça. On essaie de caractériser par rapport à la situation concrète dans laquelle on se trouve. Ce qu'on va retrouver derrière, c'est le rapport entre le cas général et le savoir médical. En général, vous voyez, je crée l'incertitude, enfin, je communique l'incertitude. Dans un deuxième temps, je replace l'enfant au cœur en essayant de spécifier sa situation. Dans un troisième temps, dans ce script, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est cet enfant regardé au prisme du savoir général dont on dispose sur ce type de situation. Derrière ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Je ne peux pas rester là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on va faire, globalement. Et donc, on va pouvoir évoquer les moyens qui sont mis en œuvre contre la situation ou face à cette situation. On retrouve dans cette étape aussi la question du diagnostic, c'est-à-dire que dans les moyens mis en œuvre, il y a l'idée aussi de pouvoir construire un autre niveau d'information qui soit le plus précis possible. Et c'est vrai que souvent, la question qui se pose, c'est la question du diagnostic. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement, en fait, clarifier là où on en est dans cette situation? Et ça fait partie des moyens qu'on met en œuvre. L'étape 6, c'est le changement de projet. Et dans ce changement de projet, souvent, lorsqu'on va être dans ces scripts-là, on va retrouver le fait que l'incertitude, finalement, on va amener à ce que l'incertitude demeure. C'est-à-dire qu'on ne résout pas nécessairement la question de l'incertitude à travers cette situation-là. Donc on a le changement de projet, on se réunit, on fait une réunion, il y a la question du collectif pour discuter, etc. Et après, finalement, ce script se termine par là où il a commencé. Je suis entré par l'incertitude pour communiquer cette information, je termine par l'incertitude. Ce qui, d'une certaine manière, renvoie à presque une communication qui est très finalisée. C'est-à-dire que j'entre par l'incertitude pour poser un contexte dans lequel je montre que tout n'est pas maîtrisé. Je donne à voir malgré tout les éléments de maîtrise de la situation dans laquelle on va s'engager, on va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de choses, tout en restant quand même sur la tonalité qui va demeurer au final, c'est que malgré ce que l'on met en œuvre, on ne maîtrise pas.
Et de fait, c'est l'incertitude qui demeure dans ce contexte-là. Donc c'est presque la boucle est bouclée, quoi. Ça ne veut pas dire que forcément c'est circulaire, hein, pour autant. Parce que l'incertitude énoncée et les moyens énoncés permettent malgré tout de construire une étape dans la communication des soignants. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du circulaire. Il faut plutôt le voir comme étant des séquences. Le maintien de l'incertitude, tout en apportant des éléments d'information à chaque fois, ça permet aussi de se saisir de ces informations pour construire soi-même aussi l'incertitude et la situation pour les parents. Et on avait essayé un petit peu, parfois, on s'est dit on va se faire plaisir dans un schéma, on va essayer de replacer les aller, ça va, etc. et la fonction qu'ils pouvaient avoir là-dedans, par exemple. Donc c'est vrai que le ça va, on va, on le retrouvait davantage sur l'énonciation de la situation actuelle et la question de l'action médicale. Effectivement, puisqu'on était sur l'action, tout à l'heure on le montrait à travers la répartition qu'on faisait. Donc c'est la situation actuelle, voilà, plus l'action médicale. Et les d'accords pouvaient presque servir de transition dans ce type de séquence-là entre la question du cas général, c'est-à-dire le d'accord, l'assentiment entre le cas général et l'action médicale qui va être mise en place, et puis aussi ce qu'on retrouve autour du diagnostic et du changement de projet, c'est-à-dire le d'accord qui accompagne aussi la recherche, on va dire, de compréhension que la situation est bien quand même ce qu'elle est chez celui qui reçoit l'information. C'était un travail laborieux, parce que c'est très compliqué de faire ça et d'essayer de comprendre ce qui se joue là-dedans, quoi. Donc ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de pouvoir travailler avec l'équipe médicale. Parce qu'ils avaient besoin aussi, on avait besoin de ce feedback. Souvent, on ne le fait pas souvent parce qu'on n'a pas toujours le temps non plus de faire ça, mais quand on fait des entretiens avec une population, pouvoir revenir auprès de la population pour qu'elle nous explique pourquoi elle a utilisé ça, tel mot, etc. et tout, c'est ça qui nous a permis aussi de comprendre comment un petit peu tout ça se construisait. Parce que seul dans son coin, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Et si on se réfère qu'au logiciel, le logiciel ne nous donne que des éléments. Il ne nous donne pas tout là-dedans. Donc ça montre que derrière cette communication, d'une certaine manière, il y a quand même pas mal de choses qui se jouent, quoi. Comment on accède à la fois à des logiques communicationnelles, à un cadre implicite qui va structurer la communication de ces médecins. A priori, nous, quand on leur posait la question initialement, on disait il y a un côté compétence, feeling, on fait, etc. Et on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui, malgré eux, parle en termes de structure de l'information et qui va, du coup, entre guillemets, imprégner leur discours en situation. La règle de la progressivité de l'information qu'on voyait, qui nous énonçait dans les focus group, là on a pu la voir directement en situation naturelle, c'est-à-dire effectivement on est dans la progressivité de l'information. Alors après ça pose des questions autour de la question des stratégies d'énonciation. C'est à la fois on ne sait pas, effectivement, si je construis l'information progressivement, c'est aussi parfois parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir énoncer entre guillemets une vérité, si tant est qu'il y en ait une. De l'autre côté, on peut aussi le voir comme une stratégie de maintien d'une relation, d'amener progressivement parce qu'il y a cette croyance sur le choc psychologique qui est associé à la situation à laquelle se trouvent confrontées les personnes. C'est pour ça que je parle de psychologisation, c'est-à-dire je présuppose que l'autre va vivre sur ce registre-là, psychologique ou psycho-émotionnel, la situation qui va lui être proposée. C'est une autre forme de paternalisme, hein. On peut utiliser le mot, c'est notre forme de paternalisme. Ça veut dire que je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure d'entendre ce que j'ai à vous dire. Mais qu'on peut traiter comme étant le respect de l'autre. Ça n'empêche pas. On peut le voir de différentes manières. Mais malgré tout, ça veut dire que je prends en charge, moi, le fait de délivrer progressivement, parce que d'une certaine manière, je vous dénie la possibilité de pouvoir l'entendre de façon brute de décoffrage. Donc derrière le phénomène de psychologisation, on peut s'interroger sur comment il nous renseigne aussi sur une forme de paternalisme certes atténué, mais qui dans ce paternalisme on retrouve des composantes autour de croyances sur le vécu psycho-émotionnel des personnes qui sont face à nous dans les situations d'interaction. Donc ça montre aussi pas mal de choses autour de la question de l'incertitude et de comment l'incertitude devient un élément même de la construction de la communication, alors qu'on pourrait supposer, et c'est là où parfois, pour travailler aussi dans le champ du cancer ou autre, c'est là où parfois les patients sont surpris,
c'est que lorsque vous n'avez jamais été malade et confronté à l'univers médical, vous ne vous posez pas la question. Et quand vous êtes confronté et que vous vous rendez compte que vous avez du mal à avoir de l'information, vous vous rendez compte en fait que c'est très empirique, la médecine. Autrement dit, que le savoir qu'on supposait très stabilisé autour des situations qu'on a à vivre, finalement est quelque chose de très malléable et qui nous échappe. Et quand vous êtes en situation d'incertitude comme patient, vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous donne une information. Sauf que l'autre, il n'a pas l'information. Et c'est presque un jeu de poker, quoi. Ça veut dire que maintenir l'incertitude, c'est aussi une manière, non pas de dire « je ne suis pas compétent », à aucun moment donné, vous avez quelqu'un qui a dit « on n'est pas en mesure de ». On n'a pas les connaissances ou les compétences pour. C'est la situation dans laquelle se trouve votre enfant, vous voyez, ça externalise d'une certaine manière, parce que ça met moins en danger aussi, par rapport à mes compétences. Si je commence à dire à chaque fois que j'interviens auprès de quelqu'un qui me perçoit comme étant celui qui est compétent et qui est en mesure d'apporter les informations, si je me situe toujours comme celui qui ne sait pas, ou qui n'est pas en mesure de savoir, presque je vais rompre finalement une relation qui ne va pas avoir lieu, quoi. Parce que l'autre n'a pas besoin de ça. Donc ce maintien de l'incertitude, à la fois il est utile pour l'identité du médecin qui communique, et d'une certaine manière c'est aussi utile pour le patient qui a besoin aussi de rester, je vais grossir un peu le trait, mais dans l'illusion d'une situation contrôlée. Et ça, c'est pas neutre non plus aussi. C'est-à-dire que je fais poser l'incertitude, mais attention, l'incertitude seule, ça suffit pas, hein, on est bien d'accord. C'est l'incertitude accompagnée des autres éléments du script qui permettent de dire que même si on reste sur l'incertitude, vous voyez bien que les moyens sont engagés pour. D'où l'importance du fait d'aller. On va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc on a des stratégies presque communicationnelles, quoi, afin de faire face à la situation, de maintenir les places socio-symboliques des acteurs qui sont dans cette situation particulière, de répondre à des attentes, des besoins anticipés par le médecin et vécus aussi pour partie par le médecin. Vous savez, quand vous écoutez ces communications, c'est pas simple, on voit bien qu'ils ont du mal. On n'a pas travaillé sur les tonalités, on n'a pas travaillé sur ces éléments de langage. Des fois, il y a des éléments de langage qui reviennent, on voit qu'il y a des hésitations, etc. Mais on voit qu'ils se dépatouillent, quoi, ils bricolent. Sauf que soit on considère qu'ils bricolent et qu'il n'y a pas de logique, entre guillemets, pseudo-formelle ou formelle qui explique ça, soit on se dit finalement ce bricolage, il est intéressant parce qu'il nous montre beaucoup de choses, ce bricolage. C'est pas le hasard qui produit ce bricolage. Il y a aussi d'autres choses quand même dont on voit un certain nombre d'éléments qui viennent structurer quelque chose qui ne relève pas du hasard et qui relève de stratégies qui peuvent tout à fait être implicites, hein, pas forcément, on va dire, au sens où elles sont totalement conscientisées par l'acteur social qui les met en œuvre, mais qui remplissent une fonction sociale pour autant. Donc c'est tout ce cadre implicite, quoi, de l'expérience vécue aussi des médecins, des enjeux éthiques, parce qu'il y a la question aussi du recueil du consentement et de l'adhésion de l'autre au projet thérapeutique qui est proposé. Et il y a aussi cette obligation formelle, finalement, qui accompagne le discours des médecins. Et puis, cette contradiction avec le fait de la progressivité, la construction de la communication, est-ce que quelque part, ça ne nous renvoie pas aussi à des questionnements éthiques autour de la question des informations qu'on donne, qui sont claires, loyales et appropriées ? C'est-à-dire qu'on construit aussi une idéologie d'une communication qui devrait répondre à des catégories formelles, dont on voit que dans l'espace naturel des échanges, l'espace social des échanges, elle se trouve confrontée à d'autres logiques sociales. Comment être à ce point loyal si j'ai besoin de protéger l'autre, sachant que j'ai déjà l'information. Parce que dans un certain nombre de cas, ils savent que l'enfant va mourir. Quand l'hémorragie est très importante au niveau du cerveau, ils ne vont pas dire qu'il va mourir à la première fois où ils voient les parents. Mais ils savent qu'il va mourir. Mais ils ne le disent pas. Je leur jette la pierre ou pas ? A priori, non. Peut-être parce que ça a une autre fonction. Donc c'est un petit peu l'enjeu de cette étude, quoi. C'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ouvre ou lorsqu'on peut accéder à ça ?
Alors, je prends beaucoup de temps pour parler, et je vais quand même vous dire 2 mots des directives anticipées. Donc la moitié des personnes ici, tout à l'heure, a priori, seraient d'accord pour signer leur directive anticipée. Bon, sachant qu'en France, globalement, on est à 2-3% quand on fait des études sur les services hospitaliers, et que, à mon avis, les chiffres sont un peu gonflés parce que c'est pas encore tout à fait diffusé, quoi, globalement. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis, où vous avez une loi qui était passée, et les choses sont rentrées vraiment dans les pratiques. Et limite, vous y allez pour un rhume, on vous demande si vous avez signé vos directives anticipées. Enfin, je caricature, mais juste pour montrer que la contractualisation est tout autre. Et en même temps, quand on travaille sur les directives anticipées, on ne peut pas s'empêcher de penser au don d'organes. Enfin, moi, en tout cas, je fais toujours le parallèle. Parce que le don d'organes, a priori, vous êtes tous donneurs. Sauf si vous avez fait savoir que vous ne voulez pas être donneur. La loi, depuis bien longtemps, dit qu'on est tous donneurs. Sauf que dans les faits, on ne prélève pas sur les personnes. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on a créé une loi qu'on ne peut pas appliquer. Génial, j'adore ça. Et c'est toujours là où il y a des choses qui sont intéressantes pour nous. On crée une loi qui est censée répondre à une pénurie de dons d'organes. Donc chacun est donneur, sauf s'il n'a pas dit qu'il ne voulait pas être donneur. Et à partir de là, qu'est-ce qui se fait? Dès que la personne meurt, qu'est-ce qu'on fait? On demande à sa famille. Alors que logiquement, la loi ne prévoit pas qu'on demande à sa famille. Ce n'est pas à sa famille de dire. Bien sûr, dans la loi, c'est spécifié. Il me semble que le médecin doit quand même essayer de se renseigner si de son vivant, la personne a exprimé le souhait de ne pas donner sur ses organes. Oui, de ne pas donner. S'il n'a pas exprimé le fait de ne pas donner, oui, on devrait prélever. Non, mais vous dites on demande à sa famille. Bah oui, dans la loi, on doit demander à la famille. Oui, mais surtout, donc je vais préciser mon propos, c'est qu'en fait, finalement, c'est la famille qui devient dépositaire d'une décision, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est ça le problème. Et donc, du coup, on a sorti une dernière pirouette, qui est que là, les gens qui ne veulent pas doivent se mettre sur une liste. Le problème de ces dispositifs, en termes de loi, c'est qu'ils essaient de répondre à des questions qui sont éminemment complexes et qui ont beaucoup de mal à prendre en compte le contexte dans lequel les gens vont se retrouver au moment où. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que pour moi, les directives anticipées ont cette couleur-là aussi, cette texture-là. C'est-à-dire qu'on met ça en place à partir de la loi Leonetti. Voilà, ben, comme ça. Alors, la loi Leonetti, il faut voir que ça suit quoi? Ça suit l'affaire Vincent Imbert. Hein. S'il n'y a pas l'affaire Vincent Imbert, c'est-à-dire que les travaux parlementaires sur la loi sur la fin de vie, dite loi Leonetti, c'est suite à l'affaire Vincent Imbert. Se sont saisis de cette situation-là, qui était une situation, entre guillemets, un petit peu atypique, mais surtout qui a eu un écho médiatique, tout simplement, pour réfléchir à donc développement des soins palliatifs, etc., directives anticipées et autres. Donc, eh bien, on va essayer de voir ce qu'ils nous en disent les patients. Ceux qui, pour partie, se sentent assez concernés par la question, c'est-à-dire ceux qui sont dans les services de cancéro. Puisqu'on s'est permis, je vous rassure, il y avait un avis du comité d'éthique. On s'est permis d'aller leur demander s'ils voulaient, en fait, compléter leur directive anticipée ou être informés par rapport à ça. Donc, le contexte, c'est aussi un contexte à prendre de manière un peu plus globale. 73% des personnes atteintes d'un cancer décèdent à l'hôpital. Ok ? 58% des Français considèrent que l'hôpital n'est pas adapté à la fin de vie. Là, on commence à voir apparaître quelque chose qui... Parce qu'en fait, les Français veulent mourir chez eux. D'accord ? Jusqu'au dernier moment. Hein ? On est égoïste quand même. Parce que quand on veut mourir chez soi, ça veut dire qu'on impose sa mort à l'autre. Hein ? C'est votre vie. Oui, tout à fait. Second degré, vous connaissez ou pas ? Oui, mais je trouve que dans votre discours, il y a beaucoup d'autres choses qui passent.